comment on attaque ça? Je sais pas. Coucou tout le monde, c'est un nouveau Force Bond de Lucas Fille. Coucou! Et en plus, on a un invité. Un professionnel du Force Bond. Ouais, va pas falloir déconner parce qu'il nous a à l'œil. Hein. Donc, Ouais, voilà, carrément. on est dans nos petits souliers aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, on va vous faire un tag bouquin pour changer un petit peu, sauf que c'est le Star Wars Book Tag. Donc voilà, on reste quand même dans notre univers de Star Wars. En fait, c'est un tag qui a été créé en 2015, donc juste avant la sortie du Réveil de la Force. Et donc, c'est des questions, vous allez voir, liées à soit des personnages de Star Wars, soit des duos, etc. Enfin, voilà, des relations entre les personnages. Et puis, du coup, moi, l'année dernière, j'ai repris ce tag pour mon autre chaîne et puis j'ai ajouté des questions liées à la postologie. Donc, il y a du rélo, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, on s'est dit qu'on allait faire ça avec Claire, donc la version étendue. Et puis, Claire a eu aussi des idées, donc elle est étendue, très étendue. Bon, pas trop étendu, je t'en ai juste rajouté 3, mais... À 4, on a combien de questions? 24 questions, franchement, 24 questions. c'est sage. 24 questions pour 9 films. C'est pas la mort quand même. Hein. On aurait pu aussi faire par thème de film, hein, quasiment. On aurait pu dire... Ah oui. Par planète, ah oui, oui, par système politique, ça peut partir très très loin, mais bon. 24 questions, vu qu'on est deux, ça risque de prendre un peu de temps. En plus, moi, je préfère prévenir. En général, je reste pas juste, voilà, j'ai choisi ça. Je raconte ma vie derrière. Ouais, alors ouais, on va faire une version quand même pas aussi longue que ça, mais en plus c'est vrai que ça a été l'occasion. C'était Aurélie m'en avait parlé, je trouvais ça assez sympa. Tu avais fait ça sur ta chaîne, je crois. Déjà, tu avais fait ça récemment et je dis oh pourquoi pas, ça a l'occasion de dépoussiérer ma bibliothèque. Grand nettoyage de printemps. J'ai fouillé dans mes placards, c'est comme ça que j'ai retrouvé Kylo Ren qui était caché dans le placard. Exactement. Les costumes voilà. Gucci, les chaussures Louboutin. Oh bah j'ai que ça dans mes placards, moi, du costume Gucci et du Louboutin, tu penses? Il a piqué les bottes de Luc. J'ai surtout beaucoup dépoussiéré mon Kindle, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que, alors si on doit parler de notre vie, c'est vrai que comme j'ai pas mal voyagé, déménagé, il y a beaucoup de bouquins qui ont bazardé au fur et à mesure des années, pas pour toujours les bonnes raisons, mais du coup il y en a certains, je les ai pas retrouvés de manière physique, alors je vais pas toujours pouvoir vous montrer, donc je vais dire que des fois j'aurai mon Joker Kindle. Donc c'est dedans, mais c'est pas forcément. C'est toi qui la montes cette vidéo, c'est toi qui incrustera les couvertures. Je vais t'incruster des trucs, t'inquiète. Mettre des trucs sur la tronche avec du caca sur la tête et tout. Mais j'ai déjà fait la meilleure incruste du monde, j'ai incrusté Kylo Ren. Et en plus, alors c'est de l'effet spécial, carton-pâte certes, mais c'est de l'effet spécial. À l'ancienne, c'est ce qui marche le mieux. Bah voilà. C'est ça. Dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors, en parlant de ça, donc vas-y, dégaine. Moi, je vais dessus. Alors, première question. R2D2, un livre qui t'a fait rire à gorge déployée. Bon, alors j'ai du mal parce que j'ai pas énormément de livres qui me font rire à gorge déployée. J'ai même pas pensé à des BD, j'aurais pu en fait, mais j'ai pas pensé à ça. Par contre, je me souviens de trucs qui m'avaient amusé. Alors, j'ai un triche un peu. Parce que je ne sais pas lequel, parce que ça date. C'est Bill Bryson, qui est un Américain qui a vécu longtemps en Angleterre, puis un jour il a décidé de rentrer aux États-Unis. Et donc un des deux livres, c'est Notes from a Big Country, où en fait c'est sa réacclimatation à l'univers américain. Donc c'est un journaliste qui écrit en fait des chroniques, donc il parle de lui-même et de sa vie. Alors par exemple, il se retrouve au rayon céréales aux États-Unis. Et donc, il explique le bordel que c'est avec les céréales, le sucre, etc. Et celui-là est très bien aussi. Ça s'appelle Promenons-nous dans les bois, je crois, en version française, où il a décidé de faire... il y a un chemin, un trail, un GR qui traverse les bois, je crois que c'est les Appalaches, j'en sais rien, j'ai oublié exactement, ça remonte hein, vraiment. Et il raconte, comme si vous voyez son physique, c'est pas quelqu'un qui est très...
c'est un petit monsieur barbu, vieux à lunettes, qui est pas forcément au top de sa forme, et donc il a dû faire son GR, parfois en plusieurs fois, avec un type qui l'accompagnait. Et c'est plein d'anecdotes hyper amusantes. Il a une plume caustique très drôle, et le fait d'avoir vécu si longtemps en Europe et de redécouvrir son pays donne un éclairage sur l'Amérique qui est très bien. Alors, ça date probablement un peu, mais si je dois me souvenir de quelque chose qui m'a amusé, je recommande Bill Bryson. Ah, bah tu vois, je connaissais pas. À toi. Bah là, tout le monde connaît, hein, Ah, Molière, Tartuffe. J'adore cette pièce. J'avais rigolé quand on l'a étudiée au Bahut, au lycée. Et sur scène, bah, ça fonctionne toujours aussi bien. La dernière représentation que j'avais vue, c'était la compagnie Colette Roumanoff. Donc la maman d'Anne Roumanoff. Et il y a donc la sœur d'Anne Roumanoff qui joue dans la compagnie. Et je crois en fait, c'est une troupe qui se spécialise ils jouent des pièces pour les scolaires, en fait. Mais quand il va le week-end, les places, elles sont vraiment pas chères et t'as quasiment pas d'enfants. C'est vraiment pour les adultes. En général, c'est dans ce cadre-là qu'on va la voir. Et ils sont tellement drôles. Je crois qu'ils ont commencé à mettre des pièces en ligne sur YouTube. Et alors, l'actrice qui fait Dorine, la Boniche. Alors déjà, les rôles de Boniche dans Molière, c'est les meilleurs rôles. C'est les meilleurs rôles. Mais alors là, en Dorine, elle m'a tuée, quoi. Donc, ouais. Qui fait rire aux éclats. Déjà en lisant le texte, et a fortiori quand il est monté sur scène, c'est le Tartuffe, c'est une valeur sûre. C'est pas le seul Molière, mais c'est le premier qui me soit venu à l'esprit. Donc, voilà. Bon, donc l'occasion d'aller tâter du Molière, hein. Ouh, que fait là votre main. Oui, bah voilà. Pour commencer. Ça m'étonne pas que tu aies choisi celui-là. Tiens, finalement, on arrive à pas trop s'éloigner du Tartuffe. R2D2 avait pas trop la main baladeuse, note bien. Non. Il a les plugs baladeurs. Il a le plug baladeur. Le fait est. Il a plugué beaucoup de prises dans beaucoup d'endroits, le R2. C'est vrai. Pour pacifier. Le deuxième, c'était quoi déjà? Rafraîchis-moi la mémoire. C'était Padmé, meilleur personnage féminin badass. Ah, bah ça c'est facile. Donc tu vois, ils ont retenu badass pour Padmé. Ça, ce sont les questions originelles. Hein. C'est pas le mot qui me serait venu à l'esprit en premier, mais c'est le prompt du tag originel de 2015. Donc, ouais. Donc la garder. J'avais noté kick butt, moi. C'était pas kick butt. Kick-ass. Kick-ass ou badass. Bon, c'est pareil, hein. Donc il y en a qu'une. Elle, j'ai du mal. Alors, faudrait que je fasse comme toi parce que je vois que tu tiens bien le truc. Après, faudrait que je le garde à côté de moi. Eh bah oui, hein, Elisabeth. T'as pas l'habitude de montrer des livres à la caméra? Non, je lui montre pas comme ça à la classe pendant 3 heures. Hein, donc oui, donc Elisabeth Bennett Darcy. Hein, je crois que c'est la reine hein, pour moi. Hein. C'est-à-dire que botter le cul du monde, c'est pas forcément de manière physique. Et j'adore son esprit. Elle est drôle. Elle a peur de rien. Elle envoie quand même bouler la vieille. Ah ouais. J'ai oublié son nom. Catherine de Bourgh. Catherine de Bourgh, voilà. Catherine de Bourgh. Elle l'envoie bouler. Elle est capable de répondre. Elle refuse une demande en mariage alors qu'elle est dans une situation précaire. Normalement, sa famille. Elle en refuse deux. Elle en refuse deux. Elle refuse plusieurs, oui, mais effectivement, celle que ses parents voudraient, le père Collins, qui permettrait d'arranger la situation familiale. Elle a quand même le culot de dire non, même de rejeter la pression de sa mère. Et finalement, c'est quelqu'un qui est hyper libre, aussi bien dans son expression. Elle passe son temps à se promener également toute seule. Dans les champs, elle a pas peur de se moquer. Enfin, voilà. Pour moi, c'est la quintessence de l'héroïne kick-ass qui reste moderne, quelles que soient les époques. Elle est très moderne. Et si tu la remets dans le contexte, elle est vraiment très, très moderne. Ouais. Cette héroïne. Et je suis sûre que j'aurais d'autres choses à vous chercher. Finalement, pratiquement, je pourrais tout répondre avec Jane Austen et Shakespeare, mais j'ai pas été si tricheuse que ça. Donc, Ah, moi, je suis partie dans une autre direction. Alors, j'ai choisi La religieuse de Diderot. Ah, parce que dans son genre, elle est très, très moderne aussi. Donc, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est forcée d'entrer au couvent par sa famille.
alors qu'elle n'a pas du tout la vocation. Et elle fait une grève de la faim, elle refuse de prendre ses vœux, elle veut vraiment sortir du couvent, elle se retrouve piégée, elle subit les pressions de la mère supérieure, les pressions des autres sœurs. C'est là qu'on se rend compte que le couvent, c'est une prison et les relations sont assez malsaines entre les nonnes, les novices, etc. Enfin, c'est un vase clos, c'est très très compliqué. Et elle ne lâche rien. Donc, elle est vraiment badass dans le sens où elle a une force de caractère qui est juste invraisemblable. Et tout le long de cette histoire, quelles que soient les pressions, les privations, à un moment donné, elle est battue, enfin vraiment, il pense à un moment donné qu'elle est possédée. Plein de trucs, hein. Il lui arrive des trucs horribles, mais elle ne perd jamais sa force morale et sa vérité qui est qu'elle n'est pas faite pour ça, il faut qu'elle sorte. Donc, dans le genre badass qui tape personne, pareil, hein, mais qui a une force de caractère hors du commun, moi, la religieuse, c'est... En plus, c'est un classique, si vous ne l'avez pas lu. Moi, c'est un de mes romans préférés. Il est incroyable, ce livre. Voilà. C'est vrai que tu étais contente que je le ressorte sur un épisode. Oui, tu m'as tellement fait plaisir. Mais oui, parce qu'en plus, je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps sur mon autre chaîne, pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais voilà. Donc, ouais. Moi, j'ai choisi. Finalement, toi et moi, on a l'arc de Ré, hein, quasiment. Ouais, c'est ça. Elle aurait dû commencer comme ça, puis elle finit en religieuse. Elle finit en religieuse, ouais. La guerre des Rés. Ouais, on se comprend, hein. On va dire des insanités, hein. Alors, question numéro 3. Léa, le meilleur triangle amoureux. Les liaisons dangereuses. Ah bah ouais, ah bah forcément, parce qu'en fait, c'est pas simple d'avoir des triangles amoureux parce qu'il y en a énormément en littérature. Plein. Oui, mais ils sont souvent mal faits. J'ai horreur de ce trope. J'ai horreur de ça. Pas seulement ça, mais souvent, je me suis rendu compte que moi, la troisième entité, en général, je m'en battais complètement. Généralement, elle ne m'intéresse pas, la troisième personne. Le ou la, hein, parce que des fois, ça peut être un homme. C'est-à-dire, la femme, elle hésite entre le très méchant et le très gentil. Mais moi, le très gentil, je m'en bats complètement. Je n'en veux pas. On est d'accord. Chose, là, l'héroïne super pure et machin. Et oh là là, c'est la méchante ou là. Et elle est fadasse et tout. Et j'en veux pas du tout. Et alors, certes, Madame de Tourvel est trop bonne, trop gentille, etc. Mais elle est quand même intéressante du fait qu'elle écrit. Oui. Moi, je la trouve touchante. Elle m'a toujours plu. En plus, c'est vrai que c'est un livre qui est sublimement écrit. Oui. Voilà, c'est-à-dire que magnifique ce texte. Ouais. Que avoir ça en littérature, c'est indispensable. Ça nous permet d'avoir une jolie image. Avant, j'avais une version où c'était le film avec Malkovich quand j'étais plus jeune. Je me souviens. Ah ouais. Beaucoup plus bon. Je crois que j'ai une version plus ancienne que la tienne. Moi, c'était dans les pockets. J'ai une vieille version aussi. Ouais. C'est vrai qu'après, moi, on en a acheté au fur et à mesure c'est un des livres que j'ai le plus lu. Je pense que c'était un livre que j'adorais vraiment dans mon adolescence. Donc, oui, très beau triangle amoureux parce qu'en plus, le mec se rend même pas compte qu'il est dans un triangle amoureux, le capte pas forcément. Les deux femmes se font la guerre. Il y en a une qui est absolument pas au courant qu'elle a une rivale finalement. Et bon, Madame de Merteuil est une de mes méchantes préférées au monde en fiction. Exceptionnelle. Elle est formidable, elle est très intéressante. Il y a beaucoup de choses à en dire sur la femme et le féminisme et le fait de devoir à se battre dans un monde. Avec les armes dont elle dispose dans un monde d'hommes. Oui, voilà. Il y a ce côté-là aussi. Ouais. Donc, c'est mon triangle amoureux. Alors, ça peut être le pire et ça peut être le meilleur, parce que tu avais laissé cette option-là, je crois, pire ou meilleur triangle amoureux. Oui. Et en fait, préféré, en fait. Voilà, c'est préféré, mais bon, c'est un triangle de la mort, hein, parce que les trois personnages n'en sortent pas indemnes. Ce qui est bien aussi, parce que souvent, il y en a qu'un seul qui meurt au profit des deux autres. Oui. Donc là, finalement, allez hop, les trois finissent mal. Ouais. Alors, Merteuil, c'est plus long. Elle a une agonie beaucoup plus longue. Mais ça correspond bien. Elle est morte au monde. Disons qu'elle est morte au monde vite, mais elle est effectivement la pire chose qui pouvait lui arriver. Ouais. C'est ça. Elle est défigurée et elle a perdu sa réputation. Donc, elle est éliminée du monde. Non, c'est une infamie totale. Ouais. Moi, dans mon triangle amoureux, il y en a 2 sur 3 qui meurent aussi. J'ai choisi la princesse de Clèves. Ah, oui.
Donc, entre le prince de Clèves, son épouse, la princesse de Clèves, et le duc de Nemours. Donc, la princesse de Clèves vient d'épouser le prince de Clèves. Elle est beaucoup plus jeune que lui, mais elle est très vertueuse. Et pendant le bal de ses noces donné par le roi Henri II à la cour, elle tombe sous le charme du duc de Nemours, qui est un espèce de tombeur invétéré, etc. Mais il tomberait dingue amoureux de cette jeune femme. Et c'est une torture psychologique pour elle. Son mari se rend compte qu'elle ne l'aime pas, qu'elle en aime un autre. Et ça se finit pas bien, sauf pour le duc de Nemours qui vit le cœur brisé, mais lui au moins il survit. Mais c'est un tellement beau texte. Et pareil, les triangles amoureux bien faits, t'en as beaucoup dans la littérature pour jeunes adultes, ce qu'on appelle le YA aujourd'hui. C'est souvent mal fait, hein. C'est souvent Twilight, machin, le vampire, Donc, tu vois, toutes les deux, on s'est tourné vers les classiques finalement. Hein. Bah ouais, les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein. Mais en fait, sur la plupart, je sais pas pour toi, mais de mon côté, je suis vraiment allée chercher, même des fois à l'enfance, hein, des choses assez, oui, qui sont les plus quelques marquants. livres de l'enfance aussi, ouais. En même temps, comme Star Wars est souvent lié aussi à la découverte, oui. de l'enfance. Enfin, c'est des choses qu'on découvre enfant. C'est pas non plus déconnant que nos livres aillent également à cette époque de notre vie, en fait. C'est un bel exemple, La Princesse de Clèves, d'amour non consommé également. Hein. Le Pine, là, on est à fond. Hein. Ah oui, là, c'est on se brûle d'amour pour l'autre, on se brûle de désir, mais tout est dans le non-dit, tout le monde reste digne, etc. Et elle ne cède pas à son désir, contrairement à Madame de Tourvel. Hein, il y a quand même des jolis exemples de symboles phalliques. Alors là, il y a des belles… portrait, voilà. La scène du portrait. Quand il la scène de la canne, oui, voilà. T'as aussi la scène de… Il joue à l'ancêtre de la pelote basque, là. Il joue au jeu de paume, à la paume. T'as quand même pas mal de… J'irai pas jusqu'à dire que la scène… Nemours en torse-poil, probablement. Alors, dans la version des années 60 avec Jean Marais qui jouait le rôle du prince de Clèves et Marina Vladi qui faisait l'héroïne, je crois pas. Je crois qu'il reste en chemise dans la scène de paume. Mais ouais, t'as plein de… C'était une très mauvaise adaptation parce que… moi, je l'aimais bien. Alors, ce qui me chiffonne, c'est que Jean Marais, il le met c'est un vieux barbon par rapport à… Ouais. Normalement, le prince de Clèves, il est jeune, beau, comme… il est plus vieux qu'elle, hein, quand même. Légèrement plus. Peut-être pour l'époque, peut-être que ça pouvait sembler comme un décalage à la Renaissance. Ouais, parce qu'elle est quand même très jeune fille. Hein, enfin là, il a presque l'âge d'être son père quand même, ce qui n'est pas nécessairement… Ouais, là, ils nous ont mis Jean Marais en vieux beau, un peu comme dans Podane, mais c'est moins dérangeant que dans Podane. Podane, c'est le père, donc c'est tout à fait… Voilà, donc là, il y a un gros souci. Je déteste ce film. Jacques Demy, c'est pas possible. Question numéro 4. Ouais. Luke Skywalker. Un auteur, un écrivain qui est en train d'accéder au succès ou un nouvel auteur que tu apprécies. Donc moi, j'ai fait une petite entorse. J'ai mis ou un auteur que tu viens de découvrir et que tu aimes beaucoup. J'ai fait la même entorse que toi. Mais je ne sais pas si c'est nécessairement un auteur que j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai bien aimé Joker Kindle. C'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière. Alors, par le biais d'une adaptation, c'était la mini-série The Cry. Et donc, c'est un livre d'Hélène Fitzgerald. C'est-à-dire que j'avais vu le premier épisode, j'ai voulu aller lire le livre parce que souvent, quand c'est une adaptation, j'ai toujours envie d'aller voir le livre. Alors, il arrive parfois quand même que les adaptations soient meilleures que les bouquins. Hein, oui, ça arrive, bien sûr. Voilà. Alors là, c'est pas le cas. Le bouquin, il est très bien. J'ai pas forcément lu grand-chose d'Hélène Fitzgerald, mais c'est un auteur australien, mais elle écrit souvent sur l'Écosse. En tout cas, là, ça se passe en Écosse. Et donc, pour le coup, c'est un couple qui va avec son bébé en Australie. J'ai trouvé ça fascinant parce que ça parle du postpartum, de la dépression. En plus, c'est un couple adultère parce qu'ils se sont rencontrés. Le couple actuel s'est rencontré, ils couchaient ensemble alors que le type était déjà précédemment marié et avait déjà une fille. Donc, il y a aussi toute la culpabilité derrière. Et donc, le gamin… un accident, il se passe un accident pendant le vol pour aller en Australie parce qu'elle a fait ce vol long courrier alors qu'elle est en dépression, qu'elle dort pas, etc. Et le gamin, il est malade et il a 2-3 mois ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est toute
tout ce qui se passe après, la manière de gérer ce traumatisme et bon, ce problème, c'est un truc à suspense. Alors, j'ose pas trop en parler parce que je me dis que ce serait bien que vous alliez le voir, mais c'est vraiment très bien écrit, c'est passionnant. Il y a des jeux sur l'avant, l'après, même si les réponses elles sont dès le début. En fait, c'est évident. C'est vraiment, on se laisse emporter par cette histoire, alors que ce sont des personnages a priori même l'héroïne, elle est antipathique en soi, puisque c'est passionnant et ça parle de la chose à pire qui puisse arriver à des parents, la mort d'un enfant. Et ce jeu des émotions, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a pu faire d'autre, j'ai pas encore eu accès. En tout cas, pour moi, ça a été mon coup de cœur, on va dire, de l'année dernière. Ah, tu me l'as bien vendu. Non, je ne sais pas. Mon coup de cœur d'il y a 2 ans, c'est mon dernier gros coup de cœur, c'est Stefan Zweig. Donc là, je vous montre Le Monde d'hier, qui est son autobiographie, mais moi, je l'ai découvert par ses nouvelles. Et alors, j'adore la profondeur des études psychologiques qu'il propose. Je crois qu'une de mes nouvelles préférées, c'est La confusion des sentiments, mais 24 heures de la vie d'une femme, Lettre d'une inconnue, c'est sublime, Le joueur d'échecs, c'est extrêmement dérangeant. Donc ça, c'est les mémoires qu'il a écrites juste avant de se suicider en Amérique du Sud, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il paraît que c'est un excellent biographe aussi. Donc, j'ai hâte de découvrir sa plume en tant que biographe. J'ai acheté Marie Stuart, moi. Mais il est meilleur, le Marie-Antoinette, mais c'était un très bon biographe, oui. Le Marie-Antoinette, il avait fait... Je me suis trompée de Marie. C'est pas grave, il y en a plein des maris. Mais donc voilà, moi, ce gros coup de cœur, alors évidemment, hein, c'est pas un nouvel auteur montant, hein, il est mort depuis. Mais pour moi, ça a été une grosse claque et j'adore Stefan Zweig. Voilà. Donc, ouais. J'ai failli mettre L'aide d'une inconnue. D'ailleurs, il fait partie des livres que je voulais aussi. J'aime bien aussi Schnitzler. Et j'aurais bien aimé les classer. Arthur Schnitzler, c'est très bien aussi. Donc, si tu as aimé Stefan Zweig, ça, c'est tout aussi intéressant. Ok. Schnitzler, c'est lui qui a écrit Eyes Wide Shut, ce qui a servi à Eyes Wide Shut. Donc, c'est bien aussi. Très bon auteur, effectivement, c'est très bien écrit aussi. Pour l'instant, on a quand même du haut du panier. Ah la vache, ouais, on fait ça bien. Hein. Quand on va sortir notre Playboy... Le roman à l'eau de rose. J'ai même oublié de faire ma blague. Tout à l'heure, tu m'as demandé un livre qui m'a fait rire aux éclats. J'ai failli sortir celui-là. J'ai oublié ma blague. Bon. Non, mais c'était pas rire jaune. Hein. C'était vraiment rire de bon cœur, hein, la question. Écoute, tu me fais rire, moi. Thériault, je trouve que c'est un bouffon sous-estimé. C'est vraiment un bouffon, hein, ça c'est clair. Plus il l'ouvre et plus il passe pour un bouffon, le mec. Alors, question numéro 5. Anakin Skywalker. Un livre ou une série de livres qui commence bien, mais qui finit mal ou dont la qualité se dégrade au fur et à mesure? Je crois que je suis partie sur la qualité. Alors là, j'hésitais entre plusieurs, en fait, en jeune adulte, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient très bien, très intrigants. Alors, je sais que les gens adorent dire du mal de Twilight. Moi, je l'avais trouvé bien, le premier. Et le premier film, je le trouve très bon. Enfin, on peut dire il est beau, le premier film. Le premier film, il est La photographie est très sympa. Oui. Il est très intéressant. Il y avait un postulat artistique qui était très bien. Je trouvais que moi, l'alchimie entre les deux personnages, ça fonctionnait également. Après, voilà, il y a plein de choses dont on peut discuter. Mais pour le coup, ce sera un exemple pour moi de choses. Alors, celui peut-être que j'ai décidé de retenir, c'était... Alors, mince, j'ai pas noté l'auteur. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre après. C'est La 5e vague. J'ai entendu parler de ça. Ouais. Ils n'ont pas adapté un truc sur Netflix ou je sais pas quoi. Alors, c'est pas sur Netflix, il y a eu un film qui a été fait. Je pense qu'ils n'ont même pas fait la suite. Je crois que j'en ai vu qu'un. Pour le coup, c'était une série que j'avais vraiment guettée parce que le premier, je l'avais vraiment dévoré. Alors, le côté, voilà, c'est encore une fois, ça resterait dystopie comme dans Hunger Games. Bon, c'est pas grave, je le remettrai. Mais autant j'avais bien aimé le premier, l'univers m'avait vraiment intéressée. Au fur et à mesure, j'ai trouvé que ça se dégradait, quoi. Ouais.
Moi, je dirais il y a quand même pas mal de bouquins de Stephen King qui rentrent dans cette catégorie. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, j'adore Stephen King. J'ai dû lire une cinquantaine de ses romans. Enfin, voilà. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de romans. La fin, elle te laisse un peu déçu, quoi. Donc moi, l'exemple que j'avais noté, c'était les Tommyknockers, qui commençaient très très bien et à la fin, ça partait en what the fuck. Mais un exemple plus récent, c'est Dome. Alors, j'ai pas regardé la série, mais j'ai lu le roman. Et dès les premiers chapitres, ça c'est un truc qui fait très bien, un peu à la J.J. Abrams, il commence très très fort, t'es harponné, tu as tous ces personnages que tu adores détester, t'es vraiment t'es en immersion complète. Alors surtout là, c'est un huis clos, voilà, sous le dôme. Et la fin, j'étais là, j'ai été super déçue, j'étais hypée jusqu'aux 100 dernières pages. Après, j'ai fait what the Un peu comme tous ces bouquins, en fait. Hein. Quasiment tous, ouais. Il y en a finalement. Il y en a quand même quelques-uns où j'ai été moins déçue. Charlie, Christine, Cujo, Cimetière, c'est la fin est bien. The Shining, j'ai pas été déçue. Ça, la fin, j'ai pas été déçue non plus. Ah bon, même l'araignée géante, t'aimais bien, toi? Ouais, parce que j'ai peur des araignées. Le gangbang dans les Ouais. gangbang dans les égouts, c'est dur quand même. Hein. Ouais, mais je l'ai lu adolescente. J'avais l'âge des gamins. Je sais pas si c'est moins perturbant ou plus perturbant ce que tu es en train de me dire. Ouais, j'étais adolescente. Je suis identifiée en plus, pareil, j'étais la petite grosse première de la classe qu'on déteste, donc j'aurais pas fait tâche dans le club des paumés, tu vois. Donc j'aurais très bien pu me greffer sur ce groupe et vivre les aventures quand ils étaient gamins, tu vois. Mais ouais, il y a quand même pas mal de bouquins de Stephen King, surtout quand c'est des gros pavés qui tiennent sur 3 ou 4 tomes ou machin, qui ça se dégrade et la fin, il fait un gros plat et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Là, j'aurais dit les Tommyknockers, mais c'est un parmi tant d'autres, quoi. C'est dommage. Voilà. Ouais, n'importe lequel des Stephen King rentre plutôt bien là-dedans. Je les ai pas tous lus non plus, hein, mais. Et c'est vrai que t'accroches toujours bien. Moi, j'avais beaucoup aimé Salem's Lot, par exemple. Ah, il est bien. Il est dérangeant, celui-là aussi. Je me souviens pas de la fin, mais je sais que c'est un livre que j'avais eu plaisir à avoir entre les mains et que j'ai lu. Mais dans l'eau, il a dû quand même en faire plein des biens, parce que j'en ai lu, je te dis, une cinquantaine et ouais. Et t'en as un sur deux où j'étais déçue à la fin et pourtant j'y suis retournée, j'en ai relu. J'irais bien le Dr Sleep, un petit comme ça. Ah, je l'ai pas lu celui-là. C'est Super Sleep, mais bon, Dr Sleep. J'ai vu l'adaptation. Qu'il est bien. J'ai vu l'adaptation avec Obi-Wan McGregor c'était tout à fait correct, bien en fait. C'était après il y a tous les côtés clichés de Stephen King qui me dérangent. Tu sais que il y a un gamin, il va prendre cher. Voilà, Stephen King, le seul à tuer les enfants et les animaux dans des films américains, ça ne lui pose pas de problème. Allez, tu vas, t'es un Golden Retriever, tu ne survivras pas. Il a ce mérite-là, mais il y a un moment où au niveau du gimmick, ça devient un peu trop. Par contre, j'ai trouvé ça, en tout cas, l'adaptation était bien. Autant, tu vois, la récente encore de Hit, elle était... J'y suis pas allée, j'avais trop peur d'être déçue. Parce que l'idée de découper les enfants d'abord et les adultes ensuite, tu casses tout l'intérêt narratif du roman qui est de mélanger les flashbacks avec le retour. Tu les as, les enfants, en fait, dans la deuxième partie. Et c'est vrai qu'en fait, tu t'en fiches complètement des adultes, mais tu retrouves encore les enfants quand même dans la deuxième partie. C'est pas juste les adultes, mais c'est pas très bon pour... non, mais ça me tentait pas. Je te le conseille pas plus que ça non plus. Du coup, j'irai pas le voir. Je te conseille Dr Sleep. Voilà, celui-là. Voilà, Dr Sleep, j'irai le voir, mais Dr Sleep, pardon. Sleep. Question numéro 6. Qui-Gon Jinn. La pire mort d'un personnage que tu aies lu. Oh, alors ça pour le coup, il faut que j'aille chercher dans mes souvenirs d'enfant. Ah, oui. J'ai eu cette édition-là. Oh mon Dieu, ça va été le premier traumatisme de mon enfance, ça. Voilà. Ça semblait tellement pas juste et tellement triste. Et
Je m'en suis jamais remise. C'était la première fois que je me suis dit, ah ouais, mais carrément, on peut mourir dans un livre, mais c'est dégueulasse. On peut mourir en étant un enfant, mais c'est dégueulasse. Ça aussi, ouais, je pense que en plus, tu vois. ça a été une réalisation pour moi en étant enfant. Puis tu vois que c'était possible, on le voit pas très bien. Voilà. Et bon, autant comme toutes les filles qui l'ont lu, je m'identifiais plus à Joe. Je pense que la plupart. Moi. Ah bon? Non. Tu t'identifies à qui alors? À Bess. Ah bah, désolée. Un mix de Bess et Amy, en fait. Le calme de Bess, le fait qu'elle reste toute seule, et Amy parce qu'elle elle peignait et moi, j'ai toujours dessiné. Ah, d'accord. Bah, écoute, moi, je m'identifiais à Joe. Mais du coup, ça me faisait de la peine de voir cette petite jeune fille qui était toute gentille, toute timide, et puis qui mourait. Enfin, ça, c'était. C'est atroce, hein? C'était absolument affreux, voilà. Il y a beaucoup de choses après qui sont affreuses dans les 4 filles de Dr. March, parce que pour moi, je pensais que c'était la fin des 4 filles de Dr. March. J'ai vécu très longtemps sans savoir qu'il y avait une suite à ce roman. Et quand j'ai une amie au lycée, pour te dire que je m'étais jamais posé la question, qui me dit, ah mais non, mais il y a une suite. Je dis, ah bon, alors Joe et Laurie. Et non! Mais non! Et ça mais alors, en fait, elle continue ses conneries, en fait. Et donc, pourtant, j'adore ce livre, j'adore toutes les adaptations qui ont été faites. Je n'ai pas vu la dernière, il faut que je la voie. J'adore toutes les versions qui ont été faites à chaque génération. De la même manière, vous avez dit, il y a un nouveau Orgueil et Préjugés. Il y a un nouveau Jenner, un nouveau… Exactement, parce que ce sont des films… Et encore une fois, ça montre bien que c'était des personnages féminins extrêmement modernes qui posaient les questions qui sont toujours vraies, ce qui est fou. Et donc, c'est humainement parlant, ce sont des livres qui sont justes et qu'on n'a pas besoin d'être enfant pour lire et apprécier d'ailleurs. Mais clairement, c'est indispensable d'avoir eu les 4 filles du Dr. March un jour ou l'autre dans ses mains. Et donc, ouais, Beth March. RIP. Ah, moi, je suis partie dans une autre direction. Voilà. Le livre qui m'a le plus remué ces 5 dernières années, The Brave de Gregory MacDonald. Ils l'ont adapté en film avec Johnny Depp il y a très longtemps. Et en fait, ça raconte l'histoire de Raphaël, qui est un sang mêlé dans un des États du sud des États-Unis, qui vit dans un trailer park, machin, qui a une trentaine d'années, mais qui est déjà rongé par l'alcool, qui a pas de travail, qui a rien pour faire subvenir à sa famille. Il vit dans une décharge à ciel ouvert. Enfin, c'est une catastrophe. Et il décide de sacrifier sa vie pour tourner dans un snuff movie où il va être torturé et tué. Et en fait, l'auteur a mis un trigger warning au début du roman en disant, si vous voulez pas connaître le détail, zappez le chapitre 3, je confirme. Moi, je l'ai lu in extenso. Et en fait, quand tu sais ce qui va lui arriver, et tu passes les 3 derniers jours de sa vie avant il sait que c'est les 3 derniers jours de sa vie, tu sais que c'est les 3 derniers jours de sa vie, tu sais comment ça va se terminer pour lui dans le scénario du film. Et c'est horrible. Ça m'a remué, mais c'est très bien écrit, mais ça m'a remué comme j'ai rarement été remuée. Et quand ma moitié m'a dit qu'elle avait lu ça quand elle avait 15-16 ans, c'est son exemplaire, j'ai dit, mais moi j'ai lu ça à 40 ans et je m'en remets toujours pas. Je comprends pas. Mais si vous avez le cœur bien accroché, je vous le recommande, mais c'est vraiment pas une lecture qui va vous laisser de marbre. Hein, ça va. Et le film, il a été adapté J'ai pas eu le courage de voir le film. Ma moitié a pas vu le film non plus, mais je pense qu'ils l'ont largement édulcoré parce que c'est inadaptable tel quel. D'accord. C'est impossible à adapter. Le titre me parle, mais je l'ai pas vu. Ça m'a pas marqué en tout cas. Voilà. Alors, moi, par contre, évidemment pas les 4 filles du Dr. March. Non. Je confirme. C'est parti dans une autre direction. Alors, question numéro 7. Han Solo. Un livre avec plein de bonnes réparties ou du sarcasme ou du sass. Dans la question d'origine, c'est sass. Alors là, c'est celui que j'ai dû réfléchir, mais en fait, alors dans une autre vie, quand je faisais de la littérature, entre guillemets, c'est-à-dire quand je l'analysais, j'ai beaucoup travaillé sur Amélie Nothomb. Donc, j'ai décidé de sortir Amélie Nothomb.
Il est bien celui-là. Et donc, Elle aussi était dans le placard. Non, mais en plus, j'ai eu la chance de la rencontrer parce que elle va aux signatures. Enfin, je me suis pas souvent déplacée. D'abord parce que beaucoup de gens, j'ai travaillé, j'ai fait en partie une thèse de doctorat sur elle. Je fais d'autres thèses avant sur elle aussi en maîtrise. Et j'avais plein d'amis qui travaillaient sur des auteurs morts. Je n'étais pas beaucoup à être sur du contemporain. À l'origine, moi, j'aimais plutôt les auteurs 19e siècle en plus. Hein. À l'origine, je devais faire travailler sur Edith Wharton, dont j'aurai l'occasion de parler après. Et ben, pour le coup, j'aurais pas pu la rencontrer. Et ben, d'avoir une planche Ouija. Voilà, peut-être. Je suis allée dans les endroits où elle avait habité, elle m'a jamais parlé. J'ai pas rencontré son Force Ghost. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer Amélie Nothomb à une signature. C'est une personne adorable. Dans la vraie vie, je sais pas comment elle est le reste du temps, mais en tout cas avec ses fans, et ils étaient nombreux. Hein. C'est même assez fascinant de voir les gens qui sont à fond sur son travail et qui viennent fidèlement à chaque signature et qu'elle commence à connaître. D'ailleurs, il y en a plein qu'elle reconnaissait, elle a discuté avec eux, elle a pris du temps pour chaque personne, elle a été d'une gentillesse. Donc rien que ça déjà, se me dit c'est bien, au moins j'ai apprécié quelqu'un qui était sympathique, parce que des fois on peut avoir des mauvaises surprises. Et elle est, comme dans ses livres, elle a un bon sens de la répartie. C'est plein de peps, plein de choses intéressantes, intrigantes. Elle a son petit univers à elle qui est particulier. Ça fait un petit moment que je la suis plus, pour être honnête. Ça, moi aussi. Voilà. Ça fait plusieurs années que je la lis plus. Ouais. Mais les premiers livres que j'ai pu lire et sur lesquels j'ai travaillé jusqu'aux années 2000, hein, on va dire, un peu plus des années 2000, ils sont bons. Enfin, en tout cas, ils sont intéressants. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de choses, ouais. Voilà, j'ai adoré travailler sur elle et donc Stupeur et Tremblement est effectivement un petit bijou d'humour noir, de sarcasme et de cruauté. Ouais, je sais pas si c'est de la... Voilà, Anne Solo avec la cruauté, pas trop, mais bon... C'est cruel parce que le monde du travail au Japon est un peu cruel aussi comme ça. Elle était carrément pas à sa place. La société japonaise, elle te fait pas de cadeaux. Hein. Et surtout une femme qui veut y arriver dans la société japonaise, elle. Une étrangère, pour le coup, en plus. Parce que une étrangère qui fait que des conneries. Voilà. Voilà, exactement. Puis en plus, qui les adore et qui les vénère et qui cherche à trouver sa place. Alors, on peut revenir à Ray, hein, je cherche à trouver ma place. Ouais, et elle l'a pas trouvé dans les bureaux de grandes entreprises japonaises. L'esthétique de la dame pipi, tu vois, voilà, non, ça... Ouais, non, c'est... Et d'ailleurs, l'adaptation avec Sylvie Testu était assez sympa. Ouais, c'était bien. J'avais bien aimé, ouais. Donc, Amélie... Elle est japonais en plus. Elle qui parlait pas un mot de japonais, elle a eu un... C'est gonflé quand même. Alors moi, je choisis Zazie dans le métro de Raymond Queneau, parce qu'alors, au niveau des réparties, t'as aucun personnage qui a pas de la répartie, à commencer par la gosse. Elle est incroyable. Enfin, ce livre est incroyable. Je me suis mais j'ai failli me faire pipi dessus plusieurs fois. C'est vraiment hilarant. En plus, c'est le titi parisien, c'est l'argot que parlait mon grand-père, etc. Enfin voilà, donc j'avais l'impression de renouer un peu avec mon grand-père aussi, ou Arletty, où tu vois, vraiment on est là-dedans. Et la gamine, mais elle m'a tuée, quoi. Elle mène tout le monde par le bout du nez. En plus, t'as un couple trans. Enfin, bon, c'est vraiment c'est haut en couleur, quoi. Et au niveau des réparties, les dialogues, ça fuse, mais c'est non-stop. Et ouais, enfin, ça aurait pu être la première catégorie, un truc où t'étais pété de rire, mais pour la répartie, le sarcasme et le sas, ah ouais, non, Zazie dans le métro, je sais pas, tu l'as lu celui-là? J'ai lu de Queneau, j'avais aussi beaucoup aimé Les Fleurs Bleues, moi, sur... Ah, je l'ai pas lu, c'est le seul que j'ai lu de lui, tu vois. Il est très bien aussi, ça pourrait poser la question du monde entre les mondes également. Et des questions de voyage dans le temps, d'histoire à l'intérieur de l'histoire et de la question du récit. De Queneau. Ouais. Okay. Question numéro 8. Palpatine, le meilleur world building. J'ai même pas osé le traduire, ça. La construction de monde, finalement, un dont je vais reparler après, Émile Zola. Ah bah. L'idée d'avoir ce monde c'est cet univers où il passe de l'un à l'autre. On arrive à plusieurs étapes, plusieurs couches de la société.
c'est extrêmement bien fait. Moi, ça réjouit. J'irai pas jusque-là parce que c'est On a pris un, ça finit bien, hein, c'est quasiment ah le seul. oui, Hein. bah, c'est le seul. Il ressort après, il ressort du saloir pour un autre truc. Voilà. Mais le fait est que bah, j'ai vraiment beaucoup aimé et beaucoup appris avec Émile Zola et sa conception du monde, ce monde inclusif là m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pas forcément grand chose. Sa réflexion sur l'hérédité, l'alcoolisme, sur l'hygiénisme, etc. Enfin, Bah, ça peut poser d'autres questions, tu vois, par rapport à ce qui nous préoccupe avec les gènes, les Skywalker, etc. Ou Targaryen. Ouais, autant j'aimais bien ce concept-là qu'il avait développé parce qu'il était encore moderne, à l'époque il était récent au moment où il écrivait. Ah oui, c'était à la Bon, pointe. Hein. alors c'est probablement à remettre un petit peu en cause parce qu'effectivement, mais cela dit, il explique également qu'il y a le facteur héréditaire, mais il y a également le milieu dans lequel on est. Oui. Et ça, il le fait très bien parce que c'est vrai que peut-être dans d'autres circonstances, avec un autre milieu ou avec, ça n'aurait pas forcément donné la même chose. Oui, il discute quand même l'inné et l'acquis, même s'il ne l'amène pas comme ça, c'est au cœur de sa réflexion sur. Parce que tu vas dans l'Assommoir, par exemple, Gervaise, si son deuxième mari n'avait pas eu un accident et si son premier mari ne s'était pas repointé, elle s'en sortait, elle avait un commerce qui commençait, c'était florissant, ses enfants grandissaient bien, enfin, elle s'en sortait, Gervaise. Donc, et pourtant, elle aussi, elle avait déjà du passif, voilà, donc, ouais. C'est. Ouais. Zola. On ne peut pas se tromper avec Zola. Alors moi, je suis partie dans une autre direction, mais c'est ça qui est bien. La Horde du Contrevent de Damasio. Ah, on nous en parlait l'autre jour, alors c'est bien ça. C'est le dernier roman de fantasy que j'ai vraiment aimé. Alors moi, la fantasy, j'ose plus prendre les bouquins si c'est pas une trilogie ou un one-shot. Si c'est une série qui va encore déboucher sur une autre série, etc. J'avais fait une vidéo sur mon autre chaîne sur mes livres préférés de fantasy, où à un moment donné, j'étais partie dans une diatribe en disant « Oh, il y en a marre des séries rallonges, je fais chier et tout, machin. » Là, le livre se suffit à lui-même. Alors, c'est quand même un... Et alors, tu es transporté. C'est un univers qui est complètement à part. C'est un langage. Tu sens que Damasio, il travaille la langue. Hein, il a un pet au casque, hein, je pense aussi. Hein. Et j'avais jamais lu un truc pareil. J'avais jamais lu un truc pareil. Alors vraiment, un dépaysement garanti. Et tout se tient. C'est-à-dire que il y a une vraie cohérence interne. On a du mal à entrer dedans au départ, surtout avec les personnages. Donc, si vous achetez le livre, vérifiez que vous avez bien le petit marque-page avec le nom de tous les membres de la Horde. Parce qu'ils sont identifiés par des glyphes, parce qu'ils ont chacun un rôle différent dans la Horde, qui donc mène une quête contre le vent. Enfin, il est vraiment extraordinaire. Alors là, dépaysement, vous êtes transporté, c'est garanti, et c'est vraiment perché. Hein. C'est vraiment chiadé. Hein. C'était sur ma liste, alors finalement c'est bien parce que je vais pouvoir. Là, il est validé. il est top celui-là. Alors, question numéro 9. Obi-Wan Kenobi. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont associé à ça d'ailleurs. C'est un livre que tu as commencé sans avoir d'attente particulière et qui t'a estomaqué. Alors, un truc sans attente ou sans espérance particulière, eh ben, je vais dire les grandes espérances de Ouais, Dickens, c'est. porte bien son nom. Et ça fait un moment que j'essaye de te le vendre, celui-là d'ailleurs. On en a parlé. Oui, c'est marrant que tu essaies de me le vendre. Ouais. Alors, je l'ai lu contrainte et forcée en fac parce qu'il fallait le lire. J'étais pas forcément. Oh, j'ai encore à être déprimant du week-end, puis c'est long, c'est des pavés. Et puis voilà. Et puis j'en ai marre de la révolution industrielle en Angleterre. Et puis, bah. Cela dit, c'est vrai pour beaucoup de livres qu'on étudie des fois en université ou à l'école, quand c'est bien fait. C'est-à-dire des livres que vous n'auriez pas forcément choisis, qui vous intéressaient pas. Et même à lire, c'est pas forcément ce que vous avez préféré, mais quand on l'étudie, quand on analyse, il est passionnant. Alors, dans le cas des grandes espérances, le sujet en soi m'aurait pas forcément intéressé. À le lire, j'ai eu du plaisir, j'ai trouvé très bien, et à l'analyser encore plus. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Facile à dire. Il y a plein de choses à en dire. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des thèses à en faire, mais les personnages sont hyper attachants. Il y a des images qui sont marquantes à vie. Il y a plein de thèmes fascinants. Ok. Un petit Dickens de derrière les fagots.
Encore une, moi, je vais passer pour un charlot avec mon choix, mais j'ai choisi World War Z. Ah oui, il est bien aussi, oui. Alors, on est allé voir le film avec des potes parce qu'on aime les films de zombies, Bienvenue à Zombieland, toutes ces conneries, voilà. Et le film, moi, je l'ai trouvé, enfin, ça se laisse regarder, mais j'ai trouvé ça très, très con. Et quand j'ai su que Max Brooks reniait le film et disait, mais ça n'a rien à voir avec mon livre, et puis je lisais des critiques sur Goodreads qui disaient, mais le livre est génial, Rien à voir. je me suis dit, bon, allez, un livre de zombies. Je l'ai commencé. Il est génial, ce film, ce livre, pardon. Je crois que j'ai mis 4 étoiles ou 4 étoiles et demie sur Goodreads sur 5, tu vois, c'est excellente surprise parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le film. Rien à voir. Et j'ai adoré le fait que ça se passe après l'épidémie de zombies, etc. Les derniers survivants sont en train de se réapproprier la planète. Et c'est une succession de témoignages. En fait, tu as un journaliste qui interroge des gens du monde entier qui sont retrouvés dans des situations pas possibles, des militaires, des médecins, des gens dans la campagne, des gens qui étaient des sous-mariniers. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une épidémie de zombies, une attaque de zombies dans un sous-marin? Dans la station spatiale internationale, comment tu fais? Tu vois, et c'est donc en fait c'est un livre à plusieurs voix parce que c'est une succession de témoignages et ça rend l'expérience vachement humaine, quoi. Et donc du coup, excellente surprise sur ce livre. J'en attendais mais alors, vraiment rien et c'est un 4 étoiles, voire plus. Ouais, voilà. C'est sûr que t'es pas tout le temps avec Brad Pitt avec son petit foulard, hein. Là, c'est rien à voir. Je reviens pas que partant de ça, il nous est sorti une daube pareil. Alors il y a des scènes qui sont spectaculaires, il y a des choses, des commentaires politiques assez maladroits, hein, quand il arrive à Jérusalem, le mur, machin, on pourra en reparler. Mais le roman est vraiment vraiment intelligent, et ça se lit à toute vitesse. Tu vois, par là, du coup, avec ce livre-là, ça me fait penser à un autre exemple que j'aurais éventuellement en zéro attente, et puis finalement c'était rigolo. C'était ça reste la même idée. C'était le Orgueil et préjugés contre les zombies. J'ai pas vu le film encore. Alors, le bouquin, il est chouette aussi. C'est-à-dire, c'est juste Orgueil et préjugés, mais tu rajoutes des zombies. et ça fonctionne bien en plus, parce que tous les trucs qu'ils font, des fois, ils sont partis à droite à gauche. Et oui, mais c'est normal, ils étaient en train de combattre des zombies. Et ça s'intègre super bien. Et pour le coup, zéro attente. Vraiment, j'y suis allée en mode cette daube. Et en fait, a osé. Ouais. Non, mais c'est super bien. Puis il y en a un autre, je crois qu'il a fait autre chose aussi sur le même état. J'ai oublié ce que c'était. C'était un truc avec des créatures marines, peut-être. Oui, c'est la suite. Oui, c'est le même genre d'idée, mais c'est tiré d'un autre roman. Et je sais plus lequel. Est-ce que c'est pas Persuasion, justement? C'est Persuasion parce que Wentworth, il est... Non, pas... le capitaine Wentworth, il est marin. Oui. Ou est-ce que c'est Raison et Sentiment et... c'est quelle question? Kraken ou je sais pas, une connerie comme ça. Ouais. Mais en tout cas, il y en a un autre comme ça. Il y en a un deuxième, ouais. Et c'est rigolo. Enfin, j'ai pas lu celui-là, mais le Orgueil et préjugés, il fonctionne bien, en fait. Hein, et le film est chouette aussi, en fait. Je pense que il est oubliable, hein, mais... ne serait-ce que parce qu'ils ont eu le culot de le faire, tu vois. Ça m'a permis de montrer enfin Orgueil et préjugés à mon mari. Il avait jamais voulu en voir un. J'ai dit, mais des zombies, c'est facile. Un moyen détourné, tu sais. Je pense que probablement il y avait ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, ça va être un moyen de le faire découvrir à des hommes. Faire lire à des mecs. Dommage, ils ont pas tous lu ce bouquin avant de regarder la postlogie. Parce qu'à la fin, c'est Orgueil et préjugés contre un zombie. Un gros zombie. Exactement ça. Et toute sa clique Imhotep. Non, c'est un autre film. Et ça, on arrive toujours à retomber quand même sur Star Wars, même en partant de questions Star Wars avec des choses qui n'ont rien à voir, tu vois, on arrive toujours à retomber dessus. On en revient toujours à tous les chemins mènent au Rhum et à Star Wars. C'est ça. Alors, question numéro 10. Yoda, un livre qui t'a fait grandir, qui t'a fait mûrir, qui t'a appris des choses. Oh, ça, je sais pas trop. Je vais dire que c'est un livre parce que c'est probablement le premier livre adulte que j'ai lu. J'avais 9 ans, Jane Eyre. Jane Eyre à 9 ans? Ouais, ok, je comprends mieux.
C'est pour ça, je pense, parce que j'ai lu en pratiquement rien. Virtuellement, je crois que j'ai dû faire une nuit blanche pour le lire, ce bouquin. Et donc, il y a fois toutes les notes. On est copines de bouquins. C'est pas celui que j'ai lu à 9 ans, évidemment. Je l'ai lu en français, je vous rassure. Je ne parlais pas anglais. Donc, la version pocket d'origine, là, ça devait être un livre de poche, probablement première fournée qui était à mes parents. Et ça m'a fait grandir parce que j'avais l'impression de passer dans la bibliothèque des grands et de sortir des catules du docteur March ou des contes du chat perché ou de la comtesse de Ségur ou je ne sais quoi. Et je dis, c'est bien d'autre côté aussi. Je sais pas. Commencé par Jane Eyre, tant mieux. T'aurais commencé par Thérèse Raquin, je suis pas sûre que tu l'aurais vécu pareil. Non, peut-être pas, non. Puis 2-3 ans plus tard, je lisais L'amant de Lady Chatterley. Je l'ai pas encore lu celui-là. D'accord. Non, mais Jane Eyre, moi, je l'ai lu, j'avais 19 ou 20 ans. Je l'ai lu super tard. Hein. C'était l'édition avec sur la couverture Charlotte Gainsbourg. Ouais, quand ils ont réédité. Le film de Gainsbourg avec. Il n'est jamais trop tard pour lire un film ou un livre, je veux dire, pour lire un livre et pour redécouvrir jamais trop aussi. Tard. Parce que selon l'âge en plus auquel on le découvre, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Non, tu dis pas pareil. Je ne m'intéresse pas du tout aux mêmes trucs dans les romans, hein, clairement. Hein, même s'il y a des choses qui me touchent encore, qui me touchaient déjà à l'époque, c'est les vérités universelles des livres. Mais après, il y a des personnages que je n'avais pas forcément remarqués en personnages secondaires ou des problèmes qu'ils avaient qui me touchaient moins et qui maintenant m'affectent plus. Donc, il faudra reprendre les bouquins qu'on aimait quand on était jeune et se dire, bon, alors, attends, est-ce que ça a tenu le temps? Est-ce que... Bon. Il y en a certains, moi je m'y suis risquée, j'ai reposé le livre, j'ai dit non, je veux rester sur mon impression de mon enfance parce que à la relecture 30 ans après, ça passait plus du tout. Bon, écoute, au moins celui-là il tient, moi, donc c'est bon. Celui-là il tient, mais parce que t'es pas censée le lire à 9 ans, madame. Il n'y a rien de grave à lire. Tu comprends les mots, il y avait zéro interdit en théorie. Il n'y avait rien de grave dans la littérature. Non, je suis assez d'avis à moins pour des choses graphiques. Oui. J'irais pas recommander le bouquin dont tu parlais avant, The Brave, à un enfant de 9 ans, peut-être bien. Mais... Même de 16 ans, hein. Non. Voilà, peut-être que bon. Moi, je suis encore partie à l'ouest. J'ai choisi The Gift of Fear de Gavin de Becker. En fait, de Becker, il doit être à la retraite maintenant, mais c'était un spécialiste dans la protection rapprochée de célébrités, etc. Spécialiste de la sécurité, voilà. Et il s'est décidé à écrire un bouquin parce qu'il s'est rendu compte que les gens, en particulier les femmes, alors ça s'adresse essentiellement aux femmes, mais pas que, hein, les femmes ne savent pas reconnaître les signes qu'elles sont en danger, ou elles ne savent pas apprécier le don de la peur naturelle, celle qui t'est envoyée par ton cerveau reptilien, pour te dire que même si ça va à l'encontre des conventions sociales, même si ça va à l'encontre de la politesse qu'on t'a apprise depuis que tu es toute petite d'être une bonne fille, il faut que tu écoutes ces signaux parce que c'est un moyen imparable de savoir que tu es en danger. Et donc, en fait, dans ce livre, donc, alors c'est parcouru d'anecdotes de son travail. Évidemment, il ne donne pas les noms de ses clientes, machin, etc. Il décortique un certain nombre de stratégies que les prédateurs sexuels ou les partenaires violents dans le couple mettent en place pour soit maintenir une personne sous leur emprise, soit s'assurer le contrôle sur une inconnue et faire qu'à un moment donné, on se retrouve dans des situations où on va être violé, battu, torturé, machin, enfin piégé. Et c'est un livre que j'ai relu plusieurs fois. Alors, je sais qu'il a été traduit en français. Il y a eu une édition. Si vous mettez la main dessus, bravo. Mais franchement, une lecture indispensable pour toutes les femmes de 10 à 90 ans, quoi. Il est incroyable. Et donc, moi, de l'avoir lu plusieurs fois, il faut plusieurs lectures pour bien identifier tout, parce que c'est très dense. J'ai beaucoup moins peur quand je me promène maintenant, parce que je me dis, je préfère avoir l'air con qu'avoir l'air morte. Donc voilà, c'est un peu une déconstruction de ce que notre éducation nous apprend à faire pour être des petites filles bien élevées, des femmes bien élevées, polies, etc. Il y a quand même beaucoup de situations dans la vie où la politesse d'une femme peut lui coûter sa vie, hein, tout simplement. Donc voilà, moi ce livre-là, je vous le recommande. Le don de la peur. Notre peur est un cadeau. Il faut en tenir compte. Voilà. Ouais, c'est intéressant. On met l'ambiance. On continue. Non,
pas du tout, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, question numéro 11. Dark Vador, ton méchant préféré? Rebecca. Ah, Dans Rebecca. Et son double... Madame Mrs. Danvers. Danvers. Voilà, exactement. C'est-à-dire que Rebecca, déjà... Parce que nous, on ne la voit pas. Non, on la voit pas. C'est ça, c'est On la voit pas, l'Arlésienne. vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est absolument génial parce que c'est ce fantôme qui hante tout le roman et qui hante la vie de cette jeune personne et qui du coup se compare à une morte et qui en plus Ouais. était quelqu'un d'extrêmement machiavélique, euh, ouais, cruel, manipulateur, une femme superbe. Donc on voit pas. Donc en plus c'est encore pire parce que c'est dans le fantasme permanent et dont l'ombre continue d'avoir une influence sur la vie de toutes ces personnes, sur son mari, sur. Enfin, c'est. Elle étouffe toute la maisonnée. Hein. Elle étouffe la maisonnée jusqu'à Ouais. la fin. À la fin. Cette espèce d'ambiance malsaine. Et en même temps, pour autant, c'est une femme courageuse aussi, Rebecca, parce que c'est quelqu'un qui choisit, enfin, qui décide de sa vie et de sa mort du début jusqu'à la fin et qui domine tout, en fait. Elle est un peu comme Merteuil dans le sens où ses armes féminines, elle s'en sert pour naviguer dans un monde d'hommes et obtenir ce qu'elle veut, en fait. Hein. Ce qui fait d'elle une méchante dans ce qu'on a codé. Oui. Mais Ouais. en même temps, quand on considère, comme dans Jenner finalement, où la femme dans le grenier est également le double de Jenner, c'est-à-dire ce double Mhm. qui peut être libre, passionné, qui se comporte mal, alors que Jenner est censée se comporter bien. Rebecca, finalement, c'est aussi le double de. D'ailleurs, il y a le fait qu'à un moment, elle se retrouve à se déguiser sous l'influence de Danvers qui veut la mettre en difficulté. Elle est habillée exactement comme Ah Rebecca. oui. Alors certes, comme le dit Danvers, la comparaison, elle n'est pas à son avantage puisque Rebecca était une femme parfaite et que c'est censé être une petite jeune fille qui est en train d'apprendre et d'évoluer, qui est gauche et maladroite. Enfin, on est toujours dans le même genre de cliché. Mais du coup, c'est son double fantasmé rêvé, c'est ce qu'elle aimerait être, c'est ça qu'elle voulait faire plus tard. Et donc finalement, c'est également son double, son fantasme à elle. C'est à la fois ce qui la torture, mais ce qu'elle aimerait devenir. Et Parce qu'elle n'a pas capté en plus, c'est non. que son mari, il l'aime précisément parce qu'elle n'est pas du tout comme Rebecca. Oui. Et à chaque fois qu'elle se compare à elle, alors c'est largement alimenté par la, comment elle s'appelle, la gouvernante, Oui, mais forcément elle croit qu'elle est toujours moins que, etc. Et alors que pas du tout. Son mari, il est vraiment amoureux d'elle parce qu'elle n'est pas du tout comme cette poufiasse de Rebecca, quoi. Et ça, elle le découvre vraiment au dénouement, à la toute fin du roman. Donc et c'est vrai que c'est pesant. Hein. T'arrives à Manderley et ah oui, mais alors le premier chapitre, c'est un chapitre formidable. Voilà, les premières phrases sont des phrases qui vous hantent. La nuit dernière, j'ai rêvé, je retournais à Manderley. Ah ouais. Voilà, il y en a certains, c'est longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Ben, moi, c'est la nuit dernière, j'ai rêvé, je retournais à Manderley. Déjà, ce mot Manderley, moi, ça m'évoque, je sais pas, il y a déjà un côté magique de ça, il y a un côté Sésame, ouvre-toi, qui est. Daphné du Maurier écrit extrêmement bien, elle a fait beaucoup de choses passionnantes, elle a écrit beaucoup comme ça de personnages sombres, maléfiques. Ma cousine Rachel, par exemple. Je ne l'ai pas lu, j'ai vraiment lu que Rebecca de Daphné du Maurier. Ouais, ma cousine Rachel, moi j'avais des beaux retours dessus. C'est un gage de qualité, ça a été un auteur qui a été beaucoup adapté par Alfred Hitchcock. Il y en a beaucoup qui l'a pris. Il y a Les Oiseaux, il y a L'Auberge de la Jamaïque et Rebecca qui ont inspiré Alfred Hitchcock. Donc ça a vraiment une écriture très intéressante. Il se passe des choses dans la psyché humaine qui méritent le détour. Donc elle mérite d'être redécouverte si c'est pas le cas. C'est un très bon auteur et donc Rebecca, fascinante, qu'on connaîtra jamais finalement en plus. Non, c'est ça qui est incroyable en plus. C'est belle Arlésienne. Oui. Belle salope d'Arlésienne. Ah, c'est une salope d'Arlésienne. Ouais. Ah, moi je suis partie dans la tarte à la crème. 30 francs 40, ça coûtait ça? Putain. Notre-Dame de Paris. Ding dong, ding dong. 30 40 chez Auchan.
Voilà, hein, on vous renvoie vers Les méchants in love, Claude Frollo, qui devient méchant à cause de l'amour. Donc c'est un méchant tragique, hein, voilà, c'est enfin l'amour, la passion, on va dire. Pour moi, c'est le top. C'est le top. Mais il y en a plein qui sont Oui, il vraiment. y en a plein. Je me suis dit, je vais prendre une fille. Oui, pour Mais il y en a changer. plein. J'ai hésité avec Phèdre, Mhm. puis je me suis dit non. Non, Claude, mon Claude, non, c'est pas possible. On est trop né, donc voilà. Claude Frollo. Alors, ça, c'était les 11 questions du tag d'origine de 2015. Après, Donc là, on va passer aux questions que j'ai ajoutées une fois que je suis tombée dans la marmite de potions post-logie, donc il y a un peu plus d'un an. Alors, question numéro 12. Kylo Ren / Ben Solo. Ton héros byronien ou ton anti-héros préféré? bon, allez, je ressors les dossiers. C'est Ça. Voilà. Ah, voilà, il y en a qui. J'avais hésité aussi. Ouais. C'était lui ou Darcy, hein, de toute façon. Alors, il est plus tourmenté que Darcy, qui est quand même finalement pas un méchant garçon. Et ben, je suis partie sur Edward Rochester. C'est quand même un mec qui se déguise en gitane, qui arrive à tourmenter tout le monde. Alors, j'ai jamais compris cette scène. Tu vois comment c'est possible qu'il arrive à. Mais alors, ouais, bah voilà, c'est un anti-héros qui est sombre, qui est pas représenté comme le minet à 2 balles parce qu'il est censé être pas beau, mais avec son arrivée tonitruante à cheval. Ah bah ouais, dans le byronisme à donf, hein, de toute façon, faut qu'on bah oui. dessus. Mais alors, tu vas faire plus romantique, hein, quand même, hein, parce que c'est feu, tempête. Brume. Et ouais, Brume dans la forêt. Il apparaît dans la brume. C'est ça, c'est un manipulateur, c'est sympathique quand même, avec un passé tourmenté, mais pas net tout de même. Il a quand même sa fille naturelle qui est sous le toit. Enfin, il a quand même. Pas sûr que ce soit sa fille. Hein. C'est jamais établi que ce soit vraiment sa fille. Ouais, parce que sa maîtresse parisienne avait d'autres amants en même temps, c'est ça. En tout cas, voilà, il a eu un passé, cet homme-là. Hein. Il a couché à droite, à gauche. Il a quand même sa femme dans le grenier. Il est prêt à être Liam. Bon, on peut pas faire mieux qu'Edward Rochester. Voilà. Je sais pas. Moi, j'en ai un bon aussi. Hein. Et alors, Cocorico, c'est un français. Alors, moi, je vous présente le comte de Monte Cristo. Ah ouais, d'accord. C'est un héros byronien, lui aussi. Il me fait moins rêver, moi, le comte de Monte Cristo. J'ai hésité entre lui et le héros de la confession d'un enfant du siècle, en fait. Ah, oui, mais je préfère quand même Edmond Dantès. Ah, c'est vrai? Ah, moi, j'aurais préféré la confession. Ça manque de romance, tu vois. Mercedes, moi, j'ai jamais accroché sur Mercedes. Ah, c'est une connasse, hein. Moi, je suis contente qu'ils finissent pas avec elle, contrairement à la version, la version avec Gérard Depardieu. Au secours, quoi. Donc, ouais. Moi, Edmond Dantès / le comte de Monte Cristo. Je le kiffe, je l'aime. Il est top. Il est top. Voilà. Il est choisi. Alors, question numéro 13. Donc, je rappelle que ce sont des questions que j'ai pondues avant de voir l'épisode 9. Alors, Ray, ton héros ou ton héroïne all-loving préféré? All loving, je sais même pas comment le traduire. Ouais, au début, tu m'as embêté avec ça, d'ailleurs. Oui, parce que... Anne, au pignon vert, voilà. Moi, j'aime bien Anne Davos. Écoute, elle est choupette, en fait. Elle tape sur le système. Ah oui, mais tu m'as dit all loving. Et en même temps, Ray aussi, elle me tape sur le système, moi. Hein, donc... Ah oui. Ah, tu parles, pour le coup, elle est all loving. Hein, elle veut absolument avoir un ami. Elle a son petite histoire ennemi jusqu'à amoureux, machin. Oui, avec Gilbert, là. Voilà, alors elle veut écrire. Bon, voilà, elle est all loving. Hein. J'ai eu du mal avec celui-là, donc j'ai pensé qu'à celui-là. Moi, je trouve que les adaptations, elles sont assez choupettes. Il y a eu plein d'adaptations télé qui ont été faites. Il y en a une de Netflix qu'on nous a recommandée dans un commentaire. Elle est très bien. Elle est très, très bien. C'est assez peut-être plus supportable à la télé, mais alors non. Je sais pas. Moi, ça m'avait plu. Voilà. Donc... je l'ai lu adulte aussi. Hein. J'ai lu adulte aussi. Je t'avoue, j'ai pas grandi avec Anne au pignon vert.
Mais Moi non plus. j'avais vu le téléfilm, et puis voilà, elle a plein de problèmes, elle est orpheline, machin. Ça fait un peu dessin animé Candy, etc. Princesse Sarah. Oh, C'est, chou. bah ouais, mais attends, t'accroches pas parce que du Princesse Sarah, je vais t'en mettre après. Hein. Donc attention. Ah ouais, moi, je l'aimais bien et en même temps, j'avais envie de la secouer comme un prunier, genre, tu vas réagir, Eh ben, all loving, c'est all loving. Donc all ça loving, aurait c'est marché, pas plus Princesse chiant. Sarah. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Bah, il en faut pour tous les goûts. Hein. Donc c'est all loving, c'est all loving. Encore une fois, je suis partie. Quand j'avais fait la première fois, j'avais choisi Nausicaa de la Vallée du Vent, le manga d'Hayao Miyazaki. Mhm. Mais pour aujourd'hui, je choisis le docteur Rieux dans La Peste de Camus. All loving. Ah oui, du coup, c'est pas du tout. Parce que il est entouré de gens qui réagissent très différemment à la quarantaine et au fait qu'on ferme la ville et que ça clame dans tous les coins. Ça va de ceux qui ont beaucoup de courage à toutes les lâchetés, etc. Et à un moment donné, il a cette conversation à propos de Dieu. Donc lui, il est vraiment le docteur Rieux. Camus le présente comme un athée, hein, pur jus, etc. Et en fait, il a un regard qui ne juge pas. C'est-à-dire qu'il essaie de soigner le maximum de gens. Il essaie de faire venir à lui toutes les bonnes volontés pour soigner les patients, pour évacuer les cadavres, pour voilà, limiter la présence des rats, etc. dans la ville. Mais il ne juge pas, que tu sois courageux ou d'une lâcheté sans borne face à la maladie. Il a cette espèce de regard plein de bienveillance, plein de compassion sur le monde, qui en plus, et là Camus quand même force le trait, n'est pas quelque chose, c'est pas un code moral qui lui vient d'une éducation religieuse, c'est vraiment parce que c'est son compas moral à lui. Et donc, moi j'ai pensé au docteur Rieux pour cette question. Voilà, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est un roman. Puis en plus, c'est d'actualité avec le coronavirus. Il y a un peu de ça, mais j'avoue que j'y ai pas trop pensé, mais maintenant que tu le dis, oui, il y a peut-être un peu de ça aussi. Question numéro 14. Fine, ton zéro qui devient un héros préféré. Voilà. Eh ben, je ressors Denise Baudu du Bonheur des Dames. Seul Zola qui se termine bien. Eh ben ouais, je kiffe celui-là parce que c'est Cendrillon, hein, donc Elle est attachante. elle est super choupie. Alors c'est pas une rougon-macquart, alors c'est peut-être pour ça qu'elle s'en sort bien. Mais elle est honnête, probe, travailleuse. On va plus la mettre en loving aussi si tu veux pour le coup, mais du coup j'ai gardé pour un autre moment. Et elle commence tout au bas de l'échelle. Elle vient de rien avec son petit frère dans un petit magasin tout pourri, et elle finit par être Madame Galerie Lafayette quand même. Donc oui, c'est vrai. Il était voilà. bien celui-là pour tout ce qui est la naissance des grands magasins, c'est génial. Et puis il y a aussi Joli portrait de femme. Elle s'impose avec douceur et par c'est ses qualités de cœur et d'intelligence. Elle fait des bons choix et elle a tout à la fin. Elle a l'homme qu'elle aimait, elle a une position sociale. La respectabilité, un homme qui l'écoute, qui la respecte. Donc, Denise. Allez, allez, boum. Voilà. Moi, je suis partie dans une autre direction. J'ai choisi Billy Pilgrim dans l'Abattoir 5. Ah, j'ai jamais lu celui-là. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas encore lu Cœur de Vonnegut. Mon mari aime bien, mais j'ai jamais lu. Ah, moi, j'ai adoré ce livre. D'accord. Dans un Nike, là, qu'il va falloir que je lise. Christine, elle a bien aimé aussi. On l'avait en version française. Et Billy Pilgrim, c'est vraiment, c'est vraiment le soldat américain qui se retrouve. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich est en train de tomber. Et l'Abattoir 5, c'est l'endroit où il se trouve. C'est les abattoirs de la ville de Dresde. Et c'est ce qui va lui sauver la vie pendant le bombardement de Dresde, etc. Mais avant de se retrouver prisonnier des Allemands à Dresde, il lui arrive mais plein d'histoires abracadabrantes. Le mec, il a une chance, mais insolente. Mais à côté de ça, il est débile. Il est complètement à côté de ses pompes. C'est Forrest Gump, en fait. C'est un Forrest Gump avant l'heure. Forrest Gump. Et toutes les situations sont... même quand le caporal, je crois, ou le lieutenant se fait buter,
comme une merde et tout. T'es obligé de rire parce que c'est tellement con. C'est vraiment une bonne critique de la guerre, l'absurdité de la guerre, parce que tout est absurde dans ce roman. Mais du coup, ce mec qui juste sort des situations parce que y a vraiment les faits se sont penchés sur son berceau, tu vois, même s'il a été bercé trop près du mur. J'allais le dire, je sais bien, j'ai pas eu besoin de le dire. Ça devient un héros malgré lui, quoi. Vraiment, c'est... Et Abattoir 5, moi, j'adore ce livre et bah, falloir que je le relise, tiens. Ça me donne envie de le relire. Très longtemps que je me le mets sur ma liste Kindle et que je me suis dit, oh, je sais pas trop. Bon, bah, et finalement. C'est un tout petit truc, regarde. Ouais, mais j'ai toujours 25 autres trucs à lire avant et. C'est une soirée, ça. Mais c'est une soirée sous acide. Hein. D'accord. C'est le titre qui m'arrête parce que ça me fait penser à du Bertolt Brecht, tu vois. Donc là, tu mets un truc avec abattoir, tu vois, ça m'a envie. Et c'est pas du Brecht. Hein, d'accord. Bon, bah alors, ça va. Brecht, ça m'a pas du tout fait penser. D'accord. Alors, question numéro 15. Maskanata, ton vieux personnage sage préféré ou un vieux personnage sage que tu as bien aimé dans un roman. Je vais vraiment chercher aux sources de l'enfance. Hein, donc, c'est dans Sacrée sorcière, la grand-mère. J'aurais adoré avoir une grand-mère comme ça. Finalement, j'ai pas eu beaucoup de j'avais pas envie de sortir. Allez hop, Gandalf, machin, bidule, fou. Moi, la grand-mère, je la trouvais super chouette. D'abord, elle te parlait comme un adulte. Enfin, elle disait des trucs absolument horribles, t'expliquait comment tu te faisais bouffer par les sorcières, couper en morceaux, transformer. Elle fumait le cigare, elle était méga cool, elle t'emmenait en pension, elle se battait bec et ongle pour son petit-fils qui était orphelin. Elle savait qu'il fallait qu'elle tienne le coup parce qu'elle était cardiaque, elle avait des problèmes de santé et tout. Elle voulait rester en vie parce qu'il venait de perdre ses parents. C'était ma grand-mère, héros aussi, je la trouvais géniale. Et c'est une chouette histoire aussi. Entre une grand-mère et son petit-fils, en fait, qui restent unis tout le temps. C'est vraiment mignon. Et moi, quand j'avais vu les triplettes de Belleville, la relation entre la grand-mère et son petit-fils qui rêve de cyclisme et tout, ça m'avait rappelé ce roman, en fait. Un peu. Puis comme ça, moi, voilà, honneur aux femmes, hein, j'ai choisi des vieilles, des vieux. Moi, j'ai choisi un vieux. Gandalf. Ah non. Gilead, donc le narrateur qui est pasteur et qui en fait écrit une longue lettre à son fils. Donc il est pasteur de la petite bourgade de Gilead au milieu de nulle part dans le Middle West américain. Ça se passe dans les années 50. Et il a épousé une de ses ouailles, une femme qui était beaucoup plus jeune que lui. Et ils ont un enfant qui est jeune et que ce pasteur ne verra pas grandir parce qu'il est vraiment très âgé. Il a 70 ans, je crois, quand il écrit cette lettre. Et c'est marrant parce que alors moi, je suis athée, la religion, c'est pas du tout mon truc. Mais il fait référence à des sermons parce qu'il est fils de pasteur, donc que son père a pu dire. Il cite les Écritures assez régulièrement, mais tu sens que c'est des valeurs qu'il a intégrées dans sa vie quotidienne. Et c'est un texte d'une beauté qui m'a mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises, alors que je ne m'attendais pas. Enfin bon, il a gagné le Pulitzer, et puis j'en ai entendu parler sur BookTube, surtout les Américains qui en ont beaucoup parlé quand il a gagné le prix et qu'il est sorti. Et je me suis dit, je l'ai pris par curiosité et tout, mais c'est une merveille. Et on s'attache à ce pasteur, cet homme qui est plein de sagesse, qui est plein d'humilité. Et en même temps, c'est triste parce que tu te dis, quand son fils va être suffisamment grand pour comprendre ce que son père essaie de lui dire, il sera mort et enterré depuis longtemps, quoi. Donc, c'est vraiment un super beau texte et un homme plein de sagesse. Voilà. Donc, et en plus, c'est marrant parce que quand tu avais commencé à me dire Gilead, j'ai eu peur parce que ça m'a fait penser à la Servante écarlate. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va donner quoi? Non. C'est pas du tout ça. Pas choisi pour cette catégorie. Oui. D'accord, Ali aussi, d'accord. Non, on n'est pas avec Margaret Atwood du tout. Ah oui, j'ai même pas dit l'auteur, c'est Marilyn Robinson. Je sais qu'elle a écrit la suite. Je crois que c'est une trilogie, mais j'ai pas encore lu les autres. J'aime tellement celui-là qu'à la limite, j'ai envie de me mentir et de me dire que c'est un one-shot, quoi. C'est un stand-alone. Parce qu'il est super. Alors, question numéro 16. Amidala, tes amants maudits préférés, tes star-crossed lovers préférés. Bon, il y en a plein. Oui, il y en a plein.
À un moment, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais partir sur Le temps d'innocence que j'avais pas pu placer encore d'Edith Wharton. J'ai Euh, entendu parler de celui-là. Je l'ai pas ouais, encore. c'est Je connais pas du tout. magnifique. L'adaptation Scorsese était très bien, sauf qu'il a fait un petit changement. C'est-à-dire que pour Scorsese, la femme exotique, c'est la blonde. Normal, c'est un Italien. Et la maman, c'est une brune. Sauf que dans le roman, évidemment, la femme exotique, c'est une brune, parce qu'on est chez les Américains, et que chez les Américains, normalement, il faudrait que tu sois une petite blonde bien gentille. Donc ça change un peu pour ça. Mais ça pourrait. J'ai failli le mettre dans mon trio, dans mon Love Triangle. Là. L'amoureux, ouais. Ouais, voilà. Alors magnifique histoire d'amour non consommé, d'un couple qui sera jamais ensemble. Et parce que il a rencontré trop tard. Il rencontre la fille qui est en plus divorcée, donc qui est perdue de réputation au 19e siècle parce qu'on ne divorce pas, qui est précédée d'un sulfureux scandale, etc. Et puis qui ne devrait pas être son genre et tout, mais il tombe amoureux d'elle. Malheureusement, il la rencontre le soir où on va annoncer les fiançailles avec la cousine en fait de la femme. Ah, la crampe. Oh, le pauvre garçon. Voilà, et donc du coup, c'est un petit peu un long jeu de séduction parce qu'ils osent pas se dire, parce que c'est pareil, elle essaye de faire les choses bien, elle essaye de se retrouver une place au paradis américain, dans cette société-là qui est plus tellement la sienne parce qu'elle a l'habitude de vivre en Europe, elle a été mariée avec un Polonais, je crois. Enfin, elle était mariée avec la vieille Europe, donc elle a pris d'autres habitudes et il y a ce clash des mondes. D'ailleurs, le nom du héros, c'est Newland, la nouvelle terre. Et, elle s'appelle Elena. Enfin, Hélène, pas Elena d'ailleurs, Hélène. Et donc, ils vont s'aimer sans finalement jamais complètement se le dire, sans qu'il se passe jamais rien. Et ils ont une possibilité de deuxième chance. Sa femme est morte, il vient à Paris avec ses enfants et elle habite à Paris et il peut la rencontrer. Il n'ira pas la rencontrer. C'est-à-dire qu'elle est là, il pourrait faire le truc, mais finalement c'est là. C'est un peu comme finalement dans l'éducation sentimentale, de ce qu'on a le mieux, c'est les souvenirs, le passé. Ouais. Et on reste là-dessus. C'est frustrant parce qu'on se dit, mais en même temps, tu peux avoir une deuxième chance dans la vie. Non. C'est une très belle histoire. Edith Wharton écrit très bien. Elle écrit très bien cette société. Et du coup, c'est mes amants maudits à moi. Ah, tu l'as bien vendu. Là, tu m'en as vendu quelques-uns aussi. Il va falloir que je rajoute sur ma liste Kindle. Alors moi, je suis partie avec Tristan et Iseult. Ah oui. Le rivage des adieux de Catherine Hermariveil. En fait, c'est une version romancée de l'histoire de Tristan et Iseult. Donc voilà, c'est très très bien écrit, c'est vraiment beau. Il y a eu plein de moments où j'ai chialé, bien sûr. Et amant maudit, voilà. J'ai failli sortir Roméo et Juliette, j'ai fait oh non, merde, il y en a marre. On va en trouver d'autres. Voilà, on en a trouvé d'autres. C'est malheureusement pas ce qui manque, donc ouais, non, t'inquiète. je suis partie avec eux, moi. Voilà. Et c'est une lecture que je recommande parce que c'est date de Ça quand. se dit bien, Catherine Hermariveil, oui, c'est très bien. En plus, elle a vraiment une très belle plume. Donc, voilà. Alors, question numéro 17. Anakin et Obi-Wan. L'amour fraternel préféré, ton histoire d'amour fraternel préférée, ou j'avais presque envie de dire peut-être maître apprenti, grand frère, petit frère, enfin tu vois. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Voilà. On se trompe pas avec Dumas, une valeur sûre. Ah ouais, tu en as déjà placé un, mais voilà, des jolies bromances qui sont unis contre tout, pour tous, toutefois. Exactement, qui font l'éducation d'un petit jeune qui vient d'arriver, qui du coup, son éducation sentimentale, ses éducations politiques et tout. Puis ils sont tellement unis qu'ils sont même là pour aller exécuter une femme qui est aussi une très bonne méchante. Ah oui. Voilà, donc l'épouse d'Athos en plus. Ouais, qui a cette scène avec le bourreau de Calais là. Donc, elle est terrible cette scène. Voilà, donc c'est très bien comme romance. Comme romance, oui. C'est du lourd. Moi, je suis partie. C'est bien chevalier de Jedi, tu vois, mes mousquetaires aussi. Ouais. Sauf qu'ils baisent. Mais donc ils ont le droit d'avoir une vie. Mais ça se passe pas bien pour eux quand ils baisent. Il y en a aucun qui a une histoire d'amour heureuse. Ok.
Alors moi, j'ai choisi Phileas Fogg et Passepartout dans Le Tour du monde en 80 jours. J'ai hésité entre ça et Jeeves et ça y est, le nom de son patron m'échappe. Je sais plus non plus, mais je vois de qui tu parles. Et donc du coup, parce que j'aime bien cette relation serviteur-maître, mais très rapidement, vu ce qui leur arrive, bah, ça devient des... Ouais, toi aussi, tu l'as eu l'alerte là. Pareil, attends, je ferme le truc. Très rapidement, ça devient une relation d'amitié, de confiance. Enfin, voilà, c'est clair que... Ah putain, il y a un vieux reflet dégueulasse. C'est pas grave. Ah, c'est moi. Je te remercie pour le reflet dégueulasse. Alors, question suivante. Question numéro 18. Dark Vador et Luke. Ta relation père-fils préférée, en sachant que ça peut être une relation d'adoption aussi. Hein. Ça m'a bien arrangé, ça. Eh ben, j'ai choisi Frankenstein de Mary Shelley. Ouf. Carrément. J'ai peur de rien. Bah ouais, c'est une relation père-fils et ça se passe pas très bien. Pas très, non. Je ne dirais que ça. Oh, t'es allé dans le malsain, là, quand même. Hein. Bah ouais, mais c'est probablement un des bouquins, enfin, c'est quand même un bouquin d'horreur sur la maternité, la conception, la création de vie. Ça a été écrit par une femme qui était enceinte à ce moment-là, sur un cauchemar, alors qu'elle était entourée par une communauté assez malsaine également, parce que Lord Byron, c'est ouais, le cercle littéraire, c'était pas très très... Voilà. Et puis qu'en plus, sa mère était morte en la mettant au monde. Donc, il y a quand même ce passif-là. Et du coup, plutôt que de raconter une histoire de maternité, elle a raconté une histoire de paternité. Donc, c'était intéressant aussi. Ah, tu vois, j'aurais jamais pensé dans cette direction. Mais c'est vraiment intéressant. Frankenstein. Frankenstein. Bah, en plus, il y a la question du nom, parce que tu vois, Frankenstein, le nombre de gens qui se battent encore sur. C'est la créature! C'est le créateur et pas la créature. Et ben, c'est toute la question de la, tu vois, de la lignée et de l'héritage aussi. Mais parce qu'il l'a rejeté, il l'a même pas nommé. Non, il l'a jamais nommé. Il a jamais nommé, mais quand tu dis Frankenstein, les gens spontanément, ils ont décidé, enfin, ils associent Frankenstein non pas avec le créateur, mais avec la créature. C'est vrai. Ça pose plein de questions et de réflexions intéressantes. Et quand il le retrouve, non, on va pas spoiler la fin. Tout le monde connaît l'histoire, non? Peut-être pas. Oui, ça a été adapté. Quand il le retrouve dans la montagne, à la fin, et qu'il lui demande, pourquoi tu m'as rejeté, enfin, qu'il le met face à son irresponsabilité, parce qu'il l'a amené dans le monde. Il s'est pris un peu pour Dieu, il l'a amené dans le monde pour ensuite le laisser comme une merde, voilà. L'autre, il est lâche jusqu'au bout, en fait. Hein, et il refuse de voir ses erreurs. C'est assez terrible comme... Faudrait que je le relise. Ça fait tellement longtemps. Oui, parce que tu vois, même là, ça veut la question des enfants qui viennent voir leurs parents en disant, mais justement, pour tous ces enfants qui grandissent dans des familles abusives ou avec des parents démissionnaires ou qui les ont laissés tomber, de retourner en arrière et dire, mais moi, j'ai pas demandé à venir au monde. Tu m'as lâché comme ça dans le monde et je suis devenue un monstre, mais c'est de ta faute. Alors, pour le coup, je vous renvoie on revient, tu vois, pour le coup, c'est pas tellement peut-être la relation entre Luke et Dark Vador que finalement entre Ben Solo et sa famille, d'une certaine manière. Il est ce qu'ils en ont fait aussi. Ils ont largement... disons, ils n'ont pas occupé le terrain pour le protéger, donc de toute façon, ils l'ont lâché. Hein. Ils l'ont tous lâché. D'ailleurs. Mais du coup, le père meurt avec le fils, enfin, sans avoir... Perpétuer la... Oui, et là c'est pareil. Ouais. Ils disparaissent tous les deux, dans les neiges, dans les sommets. Moi j'ai choisi un truc, ça finit mal aussi. L'homme qui rit de Victor Hugo. Ah bah oui. La relation entre Ursus et, j'écorche son nom à chaque fois, c'est Gwynplaine. Oh mais non. Ah bah si. Non. Pardon. Je t'en prie. Mon téléphone qui est connecté, il faut que je le déconnecte. Je vais le mettre en silence. Pourtant, j'avais mis en silencieux, tu vois. Tac, je me mets en silencieux. Hop, tac, c'est bon. Donc, la relation entre Ursus, qui est un espèce de saltimbanque, un vieil ours mal léché, c'est pour ça qu'il s'appelle Ursus, et Gwynplaine, donc, qui est un enfant qui deviendra l'homme qui rit, donc qui a été mutilé. Et donc, Ursus
le recueille, en fait un saltimbanque, etc. Et puis, c'est vrai que le visage mutilé de l'enfant provoque le rire chez les gens qui le voient, donc il devient une bête de foire. Mais il y a une grande relation de respect et d'amour entre Ursus et Gwynplaine. Il y a aussi Ursus, il est quand même au courant des choses de la vie, etc. Il a une certaine philosophie qu'il essaie de transmettre à son fils adoptif. Malheureusement, ça ne le sauvera pas parce que très rapidement rejoint le groupe Dea, Gwynplaine recueille bébé dans la neige. Elle était en train de mourir de froid. Dea qui est aveugle et donc du coup qui tombe amoureuse de lui parce qu'elle ne voit pas qu'il est monstrueux. Elle l'aime pour lui, en fait. Et bien, ça se finit mal. Et le seul qui reste, c'est Ursus avec son loup qui s'appelle Homo. Donc, c'est l'homme qui est un ours, le père adoptif, et le loup qui a un nom d'homme. Voilà. Mais si vous n'avez pas lu L'homme qui rit, voyez pas le film parce qu'il est vraiment pourri. Mais le roman est magnifique. Ouais, le bouquin était bien. Je ne me souviens plus dans les détails, mais je me souviens d'avoir bien aimé le livre. Il est vraiment top. Donc, voilà. Là, c'est une relation adoptive. J'aurais pu prendre Jean Valjean et Cosette, par exemple, aussi. Ah c'était père-fils. Tu n'avais pas dit père-fils. Père-fils, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allée dans cette direction. Non. Mais... Ouais. La question d'après, la question numéro 19. Anne et Léa, ton couple préféré ou les opposés s'attirent? C'est parti. Beaucoup de bruit pour rien. Béatrice. Voilà, c'est l'influence, de toute façon, c'est clairement, ils ont écrit comme ça, donc ils peuvent pas se saquer, ils peuvent sortir se chiffonner, mais en fait, ils sont faits l'un pour l'autre, et puis l'adaptation de Kenneth Branagh est très bien, et je vous la recommande, et ces scènes-là sont hyper drôles, et voilà, et ils chamaillent tout le temps, et c'est ce qui a donné toutes les comédies romantiques qu'on peut voir, où ils passent leur temps à se mettre sur la gueule, et puis ils s'embrassent à la fin. Le slap slap kiss kiss. Ouais, non, beaucoup de bruit pour rien. Elle est top. Alors moi, c'est pas ma préférée, mais c'est une des plus récentes que j'ai lues. C'est The Essex Serpent de comment elle s'appelle, Sarah Perry, le serpent de l'Essex. Et en fait, les deux personnages principaux, donc tu as une jeune veuve, ça se passe au 19e siècle en Angleterre, une jeune veuve qui se pique de naturalisme, de sciences naturelles, de minéralogie, etc., qui est pro-Darwin, voilà, vraiment une femme extrêmement moderne. Et elle entend parler de ce serpent de l'Essex, c'est une créature mystique parce qu'il s'est passé un truc bizarre dans un village de bord de mer dans l'Essex. Et donc elle s'y rend avec son fils qui est autiste, enfin ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bon clairement l'auteur le présente comme ça, et puis sa dame de compagnie, etc., parce que c'est une très riche veuve, et elle rencontre le pasteur du coin, qui est un homme marié, qui a des enfants, qui ne jure que par la Bible, qui est anti-théorie de l'évolution, enfin vraiment tous les opposent, et va se nouer une relation assez trouble entre eux, puisqu'il cherche en même temps à éclaircir ce mystère du serpent de l'Essex. Elle part en mode, ça se trouve, c'est le chaînon manquant, c'est un animal mystique, c'est peut-être un dinosaure qui existe toujours, etc. Et lui, il dit non, c'est une créature de Satan qui veut s'en prendre à mes ouailles, etc. Et puis, malgré leurs différends, il y a un grand respect qui s'installe entre eux. D'un point de vue intellectuel, ils sont complètement à égalité. T'as une forme de sensualité, ils sont attirés physiquement, mais lui il est marié, donc et puis sa femme, elle est charmante. En plus, elle est en train de crever d'une tuberculose. Enfin, tu sais, qu'elle attend qu'elle crève. Voilà, la maladie du 19e siècle. Bienvenue chez tous les auteurs. Voilà. Mais, donc, c'est une histoire d'amour qui ne se réalise pas. En tout cas, elle n'a pas encore écrit de suite, voilà. Mais voilà, sur fond d'essayer de découvrir ce qu'est le serpent de l'Essex, tu as ces deux êtres qui sont vraiment très très différents, mais qui tombent amoureux l'un de l'autre et qui ont énormément de respect l'un pour l'autre. Et ils ont des échanges qui sont assez truculents quand même. Je crois que je l'ai aussi sur ma liste, je ne pense pas l'avoir lu. Donc, il est très très bien. C'est vraiment un beau livre. Je vais voir passer en recommandation, donc j'ai dû tous les booktubeurs anglo-saxons le recommandaient, et alors, en dehors du fait que l'objet est très beau, je crois que c'est un des plus beaux livres. Joli, oui. On dirait du
On dirait du Maurice, du William Morris, là. Ouais, tu vois, c'est avec un motif. Alors, la couverture du brochet français, mais c'est une honte. Au lieu de suivre le sens du serpent, ils ont juste mis un texte dégueulasse au milieu ici, le serpent de l'Essex. Enfin, je voulais l'offrir à ma femme, etc., parce que moi, je l'ai adoré et je pense que ça lui plairait. Et quand j'ai vu la gueule de l'édition française, je me suis dit, non, mais c'est une honte, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, question 20, Rélo. Ta version revisitée de La Belle et la Bête préférée ou ton ennemi qui devient amant préféré? Ah merde! Ah oui, je me suis trompée. Ça, bah tant pis, hein, voilà. Bah du coup, je ressors. Bah, c'est La Belle et la Bête, hein. C'est pour toi nous reparler de ça. Voilà, bon, bah tant pis, hein. Effectivement, oui, j'allais ressortir Orgueil et Préjugés, mais c'était avant, c'était sur les contraires satires, parce qu'effectivement, c'était C'était Anne et Léa plus, ouais. Exactement, ouais. Les contraires satires, c'était plutôt année. Mais sauf que c'est vrai que Bénétrix et Bénédicte sont dans leur dynamique sont plutôt les ouais les contraires satires aussi, hein. ouais aussi, mais ils sont pas dans des camps ennemis. C'est pas La Belle et la Bête, hein. Voilà, j'ai plus l'exemplaire physique, mais j'ai choisi And One War Grey de Heather Graham. En fait, c'est une trilogie de la famille Cameron. Ça se passe pendant la guerre de sécession. Et donc, dans le premier roman, c'est One War Blue. Donc, tu as le frère aîné qui ils sont de l'État de Virginie. Et donc, c'est pour les gens de l'État de Virginie, comme pour le général Lee, la question s'est posée, c'est est-ce que je reste dans l'Union ou est-ce que je fais sécession comme mon État, comme la Virginie occidentale. Et donc, tu as le frère aîné, lui, qui décide de se battre pour l'Union, donc il porte l'uniforme bleu. Et dans le deuxième bouquin, c'est le frère cadet qui, lui, porte l'uniforme gris, donc qui est dans l'armée sudiste. Mais en revenant de la bataille de Manassas, la première bataille de Manassas, il tombe amoureux, il est soigné par une nordiste qui habite près du champ de bataille, Kali, et puis il tombe amoureux. Ils tombent amoureux alors qu'ils sont dans deux camps opposés. Et leur histoire est très compliquée parce que forcément, il y a un mec qui veut la nana, qui monte tout un pataquès pour les séparer. Le héros est persuadé qu'elle l'a trahi. Donc, dès qu'il sort de prison, il veut de se venger. Il la retrouve. Il essaie de se venger, mais ils sont toujours amoureux. Mais c'est compliqué leur relation. Ils sont à nouveau ennemis. Enfin bon, voilà. Et alors, j'ai adoré cette trilogie. Mais alors, celui-là, le deuxième livre de la trilogie, il est top. Alors, Enemies to Lovers, mais au top. Vraiment, une super belle histoire. C'est vraiment bien écrit. Les personnages sont vraiment attachants. Et t'en chies pour eux, t'as mal pour eux. Tu vois, ça se finit bien, hein, je vous rassure. C'est un roman historique à l'eau de rose, quoi. Mais c'est chargé. Hein, il y a du lourd, quoi. Non, honnêtement, la trilogie est bien, mais celui-là, c'est le meilleur. Attends, il y en a un en gris, il y en a un en bleu, le dernier il est en quoi? Il est en blanc. Le dernier, c'est la sœur cadette, c'est la dernière des Cameron. Et en fait, elle est en blanc. One Road West. C'est-à-dire que elle, comme elle est plus jeune, elle va en fait partir vers l'ouest. Go West. Et c'est celui que j'ai le moins aimé, mais elle a une relation très compliquée avec un tunique bleu qui part vers combattre les Indiens sur la frontière. Ah oui, d'accord, ça va être sympa aussi. Et qui est un ancien compagnon d'armes de son frère aîné. Et il lui arrive plein de merde et il se retrouve dans des situations pas possibles. Ils sont obligés de se marier pour la protéger elle. Et c'est pas simple, quoi. Là, c'est plus les opposés s'attirent. C'est pas vraiment les ennemis dans des camps opposés qui deviennent amants envers et contre tout, qui se reséparent, qui redeviennent amants. Enfin, voilà. Alors, la dernière question de mes ajouts d'il y a un an. Finn et Ray, ton amitié homme-femme préférée? Bah alors c'est là que je ressors Princesse Sarah, mais c'est pas Princesse Sarah, c'est l'autre bouquin de cet auteur que j'ai plus le nom du tout. The Secret Garden? Ouais, c'est ça. The Secret Garden, parce que finalement des amitiés filles-garçons, mignon, c'est une histoire de 3 enfants, voilà, qui ont leur jardin secret, il y a une histoire de renouveau, de renaissance, de dépasser des traumatismes, de grandir ensemble. Et puis il y a une amitié entre une fille et 2 garçons.
Après, bon, il peut se passer quelque chose plus tard quand ils seront grands, mais finalement, il y en a, à part quand tu regardes dans le côté des enfants, il n'y en a pas un qui m'est ressorti plus qu'un autre. J'ai des très beaux exemples de romance ou de girlfriends, tu vois, des histoires avec des filles entre elles, il y en a énormément. Ouais. Mais filles-garçons, moi, je n'ai pas eu grand-chose. Qu'est-ce qui t'est... Moi, il a fallu que je me... Des carcasses. Non, il a fallu que je me rabatte sur la relation d'abord professionnelle qui devient amitié entre Thomas Linley et Barbara Havers dans les romans policiers d'Elizabeth George. D'accord. Parce que, mais sinon après, oui, c'est vrai, dans les romans policiers, tu peux avoir cette dynamique peut-être un peu plus souvent, oui. C'est pas sinon après, c'est les enfants, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ah ouais, tu retrouves sur avec Scout et je sais plus comment il s'appelle, celui qui en fait dans la vraie vie c'était Truman Capote en fait. L'ami de Harper Lee. Ouais, sinon, voilà, c'est plus dans l'enfance ou garçon. Clairement, on arrive à te montrer que les relations entre filles et garçons, les amitiés entre filles et garçons, ça se fait assez bien dans l'enfance. Et après, ça devient compliqué. Ouais. Ou alors, c'est que les gens ne savent pas les écrire. C'est possible aussi. Hein. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est la thèse de Billy Crystal dans Quand Harry rencontre Sally. Oui, bah, voilà, mais d'ailleurs... c'est ça. Alors... Vador ou Kylo Ren, un personnage masqué. Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Ah, masqué, excellent classique. Mais c'est pas un masque visuel, mais c'est lequel est le masque? Est-ce que c'est le bon docteur qui est le masque de la bête qui sommeille en tout homme, ou est-ce que c'est la bête qui est le vrai visage du bon docteur? Quel est le vrai visage Et puis, il y a plein de choses à dire, hein, Jekyll, Kylo, Mr. Hyde, tu vois, il y a des choses intéressantes. Moi, je me suis pas foulé la rate, là. Fantôme de l'opéra. T'es pas... Que j'ai détesté en roman, je me suis fait chier. Ah oui, pas bon le roman. Oui. Oh non, c'est écrit avec les pieds, écoute. Hein, ça... Donc, ouais, autant regarder les adaptations télé ou la comédie musicale. T'avais déjà sorti L'homme qui rit, parce que ça aussi, ça pourrait rentrer dans... Oui, parce que il cache son visage, sauf quand il est en représentation et dans une scène tragique à la fin, où malheureusement, le fait de montrer son visage a l'effet inverse de celui escompté et où ça se finit pas très bien, quoi. Ça va pas dans son sens. Donc, ouais, mais là, j'ai fait ma feignasse. Je me dis, ah tiens, je l'ai encore cette merde sur mes étagères. Allez, je vais la montrer avant de la revendre. Voilà. C'est le fantôme de l'opéra. Ensuite, tu avais mis Luke et Leia. Ta fratrie ou Adolphi préférée. J'ai appris ce mot-là, Adolphi. Adolphi. C'est une fratrie, mais mixte. En fait, quand il y a des garçons et des filles, alors on en apprend tout. Alors du coup, cela ou cela C'est-à-dire, soit c'est les sœurs Bennett, soit c'est vrai qu'elles ont... les sœurs March. Elles ont une super dynamique, les sœurs Bennett, entre elles, quand même. Alors, moi, j'ai pas de sœur, donc je sais pas ce que ça donnerait dans ce pareil, je suis unique. Voilà, donc je sais pas. Mais j'ai trouvé chouette, donc ouais, j'ai pas été originale, je les ai déjà sorties, mais donc c'est soit ça. Alors que moi, je me suis cassé les pieds à essayer de sortir un livre différent par question. Oh bon, non. Ça. Moi, c'est la première fois que j'essaye l'exercice. C'est vrai, c'est la première fois que tu fais un book tag. Alors moi, je suis partie sur un truc un peu bizarre. Oh mon Dieu. Shirley Jackson. Ok, je connais pas. We have always lived in a castle. On a toujours habité le château. Oh, tu m'as pas sorti Fleur captive, tu vois, déjà, c'est bien. Non. La fratrie préférée, les Lannister. Ça m'a traumatisée, c'est quand il viole sa sœur. Et donc, du coup, là, c'est en fait l'histoire de... C'est un roman d'épouvante ambiance, tu vois. C'est creepy, comme tous les romans de Shirley Jackson. Et en fait, tu suis deux sœurs dont l'aînée a été accusée du meurtre, de l'empoisonnement de toute la famille. Et par contre, c'est raconté par la cadette. Donc, elles vivent dans cette espèce de manoir qui est en bordure d'une petite ville du fin fond de la Pennsylvanie ou je sais pas quoi. Elles sont voilà dans un état de l'ouest, de l'est des États-Unis, pardon. Et en fait, tu vois tout à travers les yeux de la cadette. Et la cadette, elle a une perception du monde qui est très bizarre. Elle a 18 ans, mais on dirait une gamine de 12 ans.
comme si depuis la mort de toute sa famille, elle s'était figée au niveau émotionnel. Et elle met des charmes partout, des trucs d'exorcisme partout. Elle voit des esprits partout. Elle croit que la maison est hantée. Et alors sa sœur aînée ne sort jamais parce que sinon elle se ferait lyncher par tout le village, puisqu'ils sont tous persuadés qu'elle a tué toute la famille. Même si elle a été relaxée parce qu'elle était très jeune et qu'il n'y avait pas de preuves suffisamment concluantes. Et tu sais comment c'est dans les patelins, hein. T'accuser, c'est comme si, enfin voilà, c'est à partir du moment où tu as pointé du doigt, tu es coupable. Et donc, c'est la sœur cadette qui va faire les courses au village et elle sent, tu la découvres comme ça, elle va faire les courses au village et tu sens le poids du regard de tous les vieux cons, les villageois derrière leurs fenêtres ou dans leur jardin. Voilà. C'est très, très pesant. Et en fait, la routine des deux sœurs dans le manoir, elle est rompue par l'arrivée d'un espèce de cousin, le cousin Charles, qui sort d'on ne sait où et qui manifestement n'a pas des intentions très très claires. Et ça part en cacahuète, quoi. Ça part en cacahuète. Et c'est génial. Il est génial, ce livre. Donc, ouais, Shirley Jackson, si vous ne connaissez pas, elle avait écrit Maison hantée, qui a été adapté 2 fois au cinéma. Les adaptations n'étaient pas très très bonnes. Ah, le truc là dans la baraque, là, les scientifiques qui viennent. Ouais, c'est The Haunting of Hill House. D'accord, je vois. C'est elle, voilà. La version récente, c'était avec Liam Neeson et Catherine Zeta-Jones. C'est ça, Catherine Zeta-Jones, qui avait fait une adaptation de ses romans. Mais voilà, donc les deux sœurs là, c'est atypique, on va dire, comme relation. Ok. Et la dernière, on y arrive, Ben Solo, un personnage qui fait un sacrifice par amour, ou qui se sacrifie, qui donne sa vie par amour. Il y en a aussi, hein. Plein. Bah, du coup, j'hésite entre plein, parce que si j'avais été jeune, j'aurais dit d'une certaine manière Antigone. Oui. Mais voilà, en fait, ça me gonfle tous ces sacrifices de la personnalité pour rien qui est pas nécessaire et machin. C'est fort. Je trouvais ça tragiquement beau quand j'étais ado, mais ben ça sert pas de quoi grand chose, ma cocotte. Donc, tu aurais peut-être mieux fait de vivre ta vie. Après, il pouvait y avoir l'aide d'une inconnue. J'avais pensé à celui-là, quelqu'un qui a sacrifié son bonheur au bonheur supposé de quelqu'un d'autre. C'est juste aussi pareil, tu te dis mais ça va à quoi, pourquoi t'as fait ça, bah tant pis, du coup je suis allée ressortir quand même Dickens aussi. Voilà, j'ai failli choisir celui-là. Oui, parce qu'en fait j'ai envie de dire alors ça parle d'une période que j'aime beaucoup, qui est la Révolution française. Donc c'est un conte des deux villes. Alors voilà, il y a un triangle amoureux. Donc c'est la Révolution française vue par un Anglais avec des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Et donc finalement, pour spoiler la fin, le sacrifice, c'est le type, il décide de mourir à la place du mari de la femme qu'il aime. Il monte à sa place sur l'échafaud. Et alors, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que finalement, c'est pour que des gens vivent et soient heureux, et au lieu des autres où finalement, il y a des sacrifices assez inutiles. Et au passage, les 2 dernières phrases auxquelles il peut penser, enfin la conclusion, je devais citer comment j'avais adoré les débuts de Manderley, mais là pour le coup, hein, les 2 dernières lignes qui sont utilisées sur l'épitaphe de Batman dans la trilogie de Nolan, c'est ce qui s'entonce dans sa tombe, qui est c'est une meilleure chose que je fais, que j'ai pu jamais faire, et je vais vers un meilleur repos que j'ai pu jamais avoir. Arrive Ben Solo. Et les 2 dernières phrases sont sublimes, et voilà, alors j'ai pu penser à celui-là. C'est marrant que tu cites les 2 dernières phrases, parce que ce roman, il est quand même connu pour son accroche, la première page. C'était le pire des époques, c'était la meilleure des époques, ouais. Ouais, avec les répétitions, voilà, qu'on étudie, c'est surtout l'intro. Le problème quand tu dis t'as dit l'intro, c'est parce qu'en fait après t'as plus envie de lire la suite, c'est pour ça que tu dis c'était la première page à donf. Et pour le coup, c'est un roman qui a une première accroche qui est très belle et une dernière accroche qui est, tu commences bien, tu finis bien, et au milieu, c'est un petit peu là-dessous. Il y a des coups de mou, hein. Il y a des coups de mou, et j'ai envie de te dire que l'héroïne et le héros m'intéressent pas vraiment en fait.
C'est Euh, celui qui se sacrifie, moi, qui oui, m'intéressait. Et puis, voilà, après, Sidney personnage Carton, secondaire. qui est comme le mien en carton, voilà, tu vois. Il est en carton-pâte, mais par contre, c'est un beau sacrifice finalement pour des gens qui vont vivre derrière, parce que lui, il y avait pas. Et puis, les deux dernières phrases sont très très belles. C'est vrai. Moi, j'ai choisi une autre forme de sacrifice. Donc ça, c'est Très sage Héloïse de Jeanne Bourrin. Donc c'est un roman, j'aurais pu mettre dans Les Amants contrariés aussi, Les Amants maudits, qui retrace la passion entre Héloïse et Abélard, donc au XIIe siècle. C'est écrit du point de vue d'Héloïse, donc à la première personne. Et en fait, quand Abélard a été châtré par les hommes de main de l'oncle d'Héloïse. Ça veut dire couper les couilles. Et ouais, je crois qu'ils l'ont tout coupé d'ailleurs. Hein. Les sources sont. Oui. Pour être sûr que les gens comprennent. Il a été complètement émasculé en fait par vengeance parce qu'il était il était un orateur très très connu, un des plus grands maîtres de l'université de Paris, toute naissante au XIIe siècle. Et Fulbert, donc l'oncle d'Héloïse, qui était une femme de lettres, a embauché Abélard et l'a logé, etc., à côté de Notre-Dame, pour enseigner les humanités à Héloïse. Et très rapidement, il a commencé à lui enseigner autre chose. Donc en fait, c'était une passion intellectuelle qui a donné naissance à une passion charnelle. Quand Héloïse est tombée enceinte, ils sont partis en Bretagne, parce qu'Abélard est originaire de Bretagne, pour qu'elle ait son enfant, qu'elle a abandonné. En fait, elle n'a pas élevé leur fils. Ils sont revenus à Paris. Et en fait, quand Fulbert a découvert la liaison et le mariage secret, parce qu'ils se sont mariés secrètement, il a embauché des truands pour attaquer Abélard dans son sommeil et l'émasculer. Voilà, le châtrer. Et en fait, Abélard voulait entrer, enfin, il était déjà dans les ordres, dans le sens où il faisait partie du clergé séculier. Il a voulu entrer dans les ordres du clergé régulier, donc dans un couvent. Mais pour ça, il fallait que son épouse l'y autorise et entre elle aussi dans les ordres. Donc en fait, par amour, Héloïse, qui était beaucoup plus jeune que lui, s'est enterrée dans un couvent, le couvent du Paraclète, dont elle a fini par devenir abbesse. Elle s'est enterrée au couvent par amour pour Abélard, et ils ont continué à échanger pendant des années une correspondance, même si elle a été très très remaniée a posteriori, c'est chaud patate, hein, c'était pas un amour platonique du tout entre eux. Et en fait, le roman commence, c'est Héloïse qui va pas tarder à mourir qui lance cette espèce de cri d'amour à Abélard qui est décédé depuis très très longtemps, un cri d'amour, de passion, de frustration sexuelle, c'est vraiment beau, c'est déchirant et voilà, c'est une autre forme de sacrifice. Elle s'est enterrée vivante, un peu comme Ray, dans un couvent. Pour que Abélard puisse poursuivre sa carrière d'homme de lettres, d'homme de religion, mais cette fois-ci en entrant dans les ordres. Voilà. Donc c'est très très beau. Si vous voulez chialer sur une histoire d'amour, c'est sublime. Il est vraiment reste dans la même conclusion que l'épisode 9. Oui, c'est ça, reste dans la même conclusion que l'épisode 9. Hein. Sauf que je pense pas que Ray aurait fait, l'arrêt de l'épisode 9 n'aurait pas fait tous ces sacrifices pour son Abélard, loin de là. Bon, c'est pas. En fait, il y a un moment, il va falloir en revenir de cette notion du sacrifice et de. Ouais, non, c'est bon. Les gens, ils ont peut-être le droit d'être un peu heureux dans leur vie, quoi. Ben, il a le droit d'être heureux, merde. Bon, en tout cas, on a fini notre tag. Donc, je sais pas, on peut saluer le courage de ceux qui sont encore là. On peut faire un quiz. Si vous êtes encore là, dites-nous quel est le dernier livre dont on a parlé. On va faire un test dans les commentaires. C'est des fois les gens ils trichent, ils vont directement à la fin comme moi avec les livres. Je vais directement mais il faudrait qu'ils arrivent à la fin de la vidéo pour savoir qu'on les challenge, quoi qu'il arrive. Ah oui, d'accord. Vas-y, lance le challenge. Puis on va peut-être les laisser là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? On leur fait un challenge ou pas là? Bah ouais, on vous challenge. C'est quoi le dernier livre dont on a parlé? Ah ça, c'est ça le challenge. Je pensais que tu allais leur demander de faire la même chose, j'en sais rien. Ah mais sinon oui, on vous tag, on vous tag tous. D'accord. Bon, vous pouvez soit faire une vidéo réponse si vous avez une chaîne, soit nous répondre dans les commentaires.
avec plaisir. Ouais, c'était un essai, on va dire. Moi, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment besoin de dépoussiérer mon placard. Mais en même temps, je repars avec une liste de lecture et avec un carton de Kylo sous le bras. Et un carton de cailloux, voilà. À très bientôt à vous. À bientôt.